retrouvez le Motor Show, l'actu des sports mécaniques, tous les jeudis à 21h sur RTS avec Mathieu et son équipe. Jeudi 12 janvier 2012, j'espère que vous êtes en forme mes amis, car ce soir, comme tous les jeudis soirs, vous retrouvez Mathieu et son équipe, c'est lui qui le dit. Il est avec vous pendant 2 heures pour vous animer son émission hebdomadaire du Motor Show. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ? Bonsoir Chris et bonsoir à tous. Une journée merveilleuse vient de s'achever parce que même tous les jours c'est la même chose. J'ai le bonheur de suivre l'actualité Formule 1, même pendant la trêve hivernale, et l'actualité des autres sports mécaniques bien sûr, mais j'ai un malin plaisir d'être là surtout le jeudi soir pour vous retrouver tous ensemble. On va fêter un événement énorme, et surtout on va fêter les sports mécaniques comme tous les jeudis soirs. Ça fait 1 an que nous sommes là avec vous chaque jeudi à 21h, Chris, on ne l'a pas oublié. C'est l'anniversaire en quelque sorte du Motor The Show et on va le fêter avec un invité exceptionnel. On va le présenter dans quelques instants. Mais juste avant, Chris, donc bonsoir à toi. Ça fait 1 an que je suis à tes côtés. Et pour l'instant, on gère plutôt pas mal, je trouve. Ça se passe très bien. Puis en plus, tu sais que pour moi, c'est la semaine des anniversaires, puisque dimanche, anniversaire, nouvelle émission. Dimanche, c'est aussi mon anniversaire. Donc je crois que cette semaine, c'est la meilleure semaine de l'année. Je suis très heureux de te retrouver. Effectivement, 52 semaines, elles sont passées vite quand même, il faut l'avouer. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi dans cette émission, c'est qu'on s'amuse à parler des sports mécaniques, c'est ludique, et en plus il y a des invités. On a eu plusieurs invités depuis 1 an déjà, et des invités toujours très prestigieux. Donc je suis très heureux de t'accompagner encore ce soir, Mathieu. Mais moi, de même, à mes côtés également, ça fait 1 an aussi. On était là depuis la première émission. Monsieur Jérôme, qui est fidèle au poste ce soir, qui va s'occuper de la page Facebook de l'émission. Bonsoir, mon ami Jérôme. Et bonsoir à vous, même si vous m'avez rêvé, c'est Twitter, je m'occupe de Facebook le soir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à l'invité mystère. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Voilà, la page Facebook sur le chat de ce soir, à mes côtés pour... Tu tutoies les auditeurs, fais F5. Pardon. Sur le chat. Voilà. C'est de la précipitation. À mes côtés aussi, comme d'habitude depuis le mois de mai dernier, monsieur Olivier PVAT34, un partenaire de luxe. Et donc bonsoir Olivier et bienvenue pour cette nouvelle émission. Ça va être encore sympa ce soir alors. Ouais, bonsoir à tous, encore une nouvelle fois présent au rendez-vous comme d'habitude. À mes côtés aussi, un ami qui va avoir l'honneur d'être à Monaco au mois de mai prochain pour la première fois de son histoire, monsieur Michel, monsieur l'Alsacien, un premier Alsacien ce soir. Michel, bonsoir. Salut Mathieu, oui, Monaco, c'est dans pas très très longtemps, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de vous voir, on va bien délirer, voilà. Un autre qui ira à Monaco aussi, mais qui ira pas à Monza et je ne sais où encore, Damien, le globetrotter du Motor Show. Bonsoir Damien. Bonsoir tout le monde et un bon anniversaire alors au Motor Show. Exactement, merci, tu étais là depuis la 4e émission et depuis tu nous as plus quittés, c'est incroyable. Ah non, je peux pas vous quitter, c'est horrible. Alors, ça s'il y a Grand Prix. Oui, ça forcément, voilà. Donc ce soir on a un Alsacien, Michel bien sûr, mais un deuxième Alsacien, il est un peu plus connu que Michel, j'ai envie de dire. Un poil. Ouais. C'est un jeune talent des sports mécaniques, de la monoplace. Il a un palmarès qui commence à se faire long, tout doucement. Il est talentueux forcément, il est très jeune, il a encore tout l'avenir devant lui. Nous accueillons ce soir un invité, ça fait plaisir. Bonsoir monsieur Tom Dillman. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. C'est avec plaisir et joie qu'on te retrouve ce soir. Donc c'est la trêve pour les pilotes, mais tu as l'occasion de venir parler un peu de toi et on puisse te connaître un peu plus que ça, parce que pour l'instant c'est qu'à la télévision, forcément, et là on a la chance de pouvoir recevoir des pilotes, et forcément les pilotes qui nous disent oui, c'est qu'ils ont vraiment un grand cœur et forcément de la joie à être avec nous. J'espère pas. Donc merci à toi Tom d'être là ce soir, et messieurs, on va le bombarder de questions pour son arrivée. N'hésitez pas d'ailleurs sur le Facebook ou sur le chat de l'émission à venir poser vos questions, elles sont retranscrites telles quelles à l'antenne. Exactement, et je vais le dire encore beaucoup de fois ce soir. Donc
Au programme, effectivement, avec Tom Dillman dans quelques instants. Ensuite, nous allons parler de l'actualité, le Dakar, forcément. Les mini, Stéphane Péterancel, les CLT, les Français sont en forme, ça fait plaisir quand même. Quelques actus, en bref, en Formule 1. Et forcément, le premier gros événement de la saison de La plaque de verre, c'est le WRC, le rallye de Monte-Carlo. Ça sera la semaine prochaine, à partir de mardi prochain. Et les infos ont commencé à pleuvoir. Et j'espère qu'il ne pleuvra pas quand même, parce que il y aura de la neige par contre. Il y aura de la neige, ça c'est sûr, comme toutes les années, au Monte-Carlo. Un programme riche en émotions. Oui, mais Vu le temps qu'il fait à Monaco, je pense pas qu'il y ait de la neige. Hein. non, mais dans l'école, quand même. Je te rassure, ils vont pas tourner autour de Monaco pendant 5 jours. Hein. Ils vont partir de la Drôme, et quand même, ça monte. Il y a de la montagne, du dénivelé. Donc un programme alléchant ce soir, et on va commencer alors par Tom Dillman. Donc tout d'abord, Tom, on te remercie à nouveau, et on va te laisser te présenter aux auditeurs. Tout d'abord, qui es-tu? Parce que peut-être que tu es pas le plus connu des jeunes Français, je pense. Bonsoir, donc je m'appelle Tom Dillman, j'ai 22 ans, je viens de Mulhouse en Alsace, comme ça peut s'entendre peut-être. Donc je fais de la course auto depuis que j'ai 9 ans. Donc j'ai commencé en caisse à savon, et maintenant la dernière course que j'ai fait c'était en GP2. Donc voilà, une belle progression, et j'espère encore monter. Et alors justement, effectivement, une progression énorme. On reviendra sur le début, ta carrière après. On va commencer par parler de l'actualité récente. C'est tout d'abord, tu recherches un volant. Alors, est-ce que c'est pour le GP2 déjà? Oui, mon objectif numéro 1, c'est le GP2. La course que j'ai fait à Abu Dhabi s'est vraiment très bien passée, donc le but c'est de courir dans cette catégorie en 2012. Maintenant, c'est pas facile, notamment de réunir le budget, trouver un volant avec la performance que j'ai fait à Abu Dhabi, c'est pas un problème, mais trouver le budget c'est plus difficile. Donc on travaille avec mon management Luxury Racing, et donc on espère avoir des bonnes nouvelles bientôt. Et alors effectivement, l'élément déclencheur, aussi pour beaucoup de gens, c'est cette course à Abu Dhabi. Même ce week-end en général, il fut très très bon. Bon, un peu aidé par les pénalités pour les pilotes dans la deuxième course, mais quand même, c'était une course assez intelligente de ta part. Et troisième place, ça te permettait de te faire voir à nouveau, puisque effectivement, ce meeting, pour l'honneur peut-être, il a servi quand même aux écuries de superviser d'autres pilotes. Et alors, est-ce que tu aurais peut-être des noms de négociation des équipes qui tourneraient, avec qui tu négocierais en ce moment-là, ou c'est encore top secret? Bon, je préfère pas en parler avant que tout soit officiel. Je préfère rien dire. En tout cas, tu as des chances? Oui, on est toujours en négociation pour un GP2. Mais bon, je peux pas dire le team. Voilà. Très bien. Alors, messieurs, est-ce qu'il y a une petite réaction tout d'abord sur cet hiver GP2, sur la fin de cette saison 2011 pour Tom, avant de passer à la saison GP3? Moi, je voulais savoir simplement quel a été le sentiment global à l'issue de cette saison, Tom. C'était une saison avec des hauts et des bas. Elle avait très bien commencé à Istanbul en GP3. Ensuite, j'ai dû changer d'équipe, donc ça a été un peu difficile, mais bon, on va revenir dessus, je pense. Et puis, je finis la saison sur une bonne note à Abu Dhabi. J'ai eu 2 jours d'essai en GP2 seulement. Sur ma deuxième journée, je fais le meilleur temps à Barcelone. Donc j'ai gagné mon ticket pour faire la course d'Abu Dhabi, et Abu Dhabi c'est vraiment super bien passé. Donc une saison qui finit bien, surtout, c'est ça l'essentiel. En espérant que l'année va bien commencer comme elle a fini 2011 pour toi alors. Donc voilà, maintenant il faut continuer sur cette lancée. Le GP2 ça me convient bien, la voiture me convient bien, et j'ai montré que je pouvais être rapide, donc maintenant j'espère avoir un volant pour cette saison. C'est sûr que le talent, on est vraiment sûr que tu l'as. Effectivement, le souci c'est le budget, c'est l'argent. Est-ce que c'est dur de dénicher des sponsors français actuellement? Est-ce qu'ils sont un peu trop frileux, ou tout simplement ils n'ont pas envie de se lancer dans un tel partenariat?
c'est très difficile. En ce moment, je sais pas si c'est seulement en France ou partout dans le monde, mais trouver des budgets pour le sport auto, c'est très difficile. En GP2, on parle de budget de près de 2 millions d'euros, donc vous pouvez imaginer que ça se trouve pas c'est énorme, sous la c'est boîte énorme. d'un cheval. Là, c'est monstrueux. Donc, Et l'arrivée voilà, moi je viens d'une famille normale, je suis pas fortuné, donc c'est pas facile. Il faut trouver des sponsors, des mécènes. J'ai la chance d'avoir depuis 2011 Luxury Racing qui m'aide, donc Ouais. voilà. Mais maintenant, il faut encore trouver pas mal d'argent pour arriver à être en GP2. Surtout, il faut, pour compléter ce que Tom nous dit, 2 millions d'euros, c'est à peu près la moitié de certains budgets de baquets de Formule 1. On se souvient que d'Ambrosio, c'était à peu près 4 millions d'euros, donc c'est quand même immense. Faut bien se dire en plus que... C'est pas assez pour lui, apparemment. Ah ouais, et en plus, c'est pas... Non, c'est pas assez, mais je parlais de la saison dernière. Ça a été suffisant dans son cas pour signer en Formule 1, donc c'est quand même dire que 2 millions d'euros, c'est un énorme budget. Faut pas oublier aussi deux autres éléments. On est en temps de crise économique et ça se ressent au niveau du sport auto comme dans tous les domaines sportifs. Troisième élément, là, il a dit au niveau familial, c'est vrai aussi que c'est pas toujours évident quand on démarre. Faut pas oublier qu'il a seulement 22 ans, donc c'est quand même pas super évident. Et je trouve que ça pourrait se compliquer encore plus parce qu'ici il faut voir que les médias vont vraiment se déchaîner vers la Formule 1. Les médias français vont se déchaîner vers la Formule 1 la saison prochaine, ce qui est normal. Ça pourrait peut-être en plus compliquer la donne des autres pilotes français qui ne sont pas en Formule 1, même s'ils sont très talentueux comme notre ami Tom. Oui, mais justement, Tom, penses-tu que c'est peut-être aussi une chance que tout d'un coup il y ait un coup d'éclairage sur les pilotes français, l'arrivée du top 3? Est-ce que tu penses que ça peut t'aider ou au contraire, comme vient de dire Chris, te desservir dans la suite de ta carrière et le fait de trouver des soutiens? Pour moi, d'une part, je trouve ça motivant parce que c'est des pilotes avec qui j'ai couru, que ce soit en Formule Renault, karting, F3, et eux ont eu la chance d'avoir une bonne filière derrière eux, donc ils sont arrivés en F1. Et bon, je sais que j'ai pas grand chose à leur envier, donc et eux ils ont réussi, donc c'est motivant. Et après, je sais pas si c'est bien ou pas bien pour les Français qui sont dans les catégories en dessous. C'est sûr qu'il n'y aura pas 20 pilotes français en Formule 1. Donc, il y en a déjà 3, c'est déjà pas mal. Ça m'interdit rien. Oui, maintenant, les pilotes de GP2 ou GP2 3.5 sont passés en F1. Et maintenant, pour l'instant, on n'a aucun pilote français engagé en GP2 pour 2012. Alors, il y a encore beaucoup de négociations. On n'a que 9 officialisations pour l'an prochain, pour cette saison qui arrive. Donc, il y a encore beaucoup de place. Et il y a certainement encore beaucoup de demandes aussi. Et pour les écuries, c'est pas facile de choisir. Ils doivent privilégier d'abord, forcément, les pilotes avec un budget. Et c'est compliqué pour ceux qui n'en ont pas forcément beaucoup d'argent de se placer aux avant-postes, même si on a un bagage technique et un pilotage plus que correct, hein, c'est pas facile. Et ce Mathieu, d'autant plus qu'il va avoir aussi une sorte de mercato intra F1 F2, puisque il faut le dire aussi, il y a beaucoup de bons pilotes de F1 qui vont se retrouver sans baquet, et donc forcément ça alimente peut-être aussi la prudence de certains dans l'antichambre de la Formule 1 pour garder certains volants au chaud. Donc c'est vraiment pas évident comme contexte pour ceux qui doivent concourir dans cette discipline. Par contre, je pense pas voir Barrichello en GP2. Je pense que, vu son âge, je pense que non, ce serait Non, il n'y a eu que Pantano qui l'a fait pratiquement, quoi. C'est très rare, c'est vrai. Je t'assure, je pense qu'il y en aura quelques-uns. Tu verras, je suis certain de ça. Tu penses à D'Ambrosio, non? Non, il va rester troisième pilote d'Ambrosio, je pense. Mais en fait, D'Ambrosio, juste puisque tu parles de l'actualité d'Ambrosio, la situation stagne, mais il a dit les portes étaient encore ouvertes pour avoir un baquet. Alors, en Formule 1, titulaire, évidemment, bon, les baquets se sont déjà tous plus ou moins attribués. Mais du côté du clan d'Ambrosio, faut savoir, on est bientôt en février. Ils sont encore optimistes pour avoir un baquet, mais bon, c'est clair que je me demande s'ils ne se leurrent pas, malheureusement. Voilà, donc revenons à notre invité. Alors, on va reparler de cette saison de 2011 qui fut assez correcte, hein, il faut le dire. Hein, c'était vraiment une saison superbe qui a très très bien commencé. Justement, moi pour ma part, c'est grâce à ta pole position en Turquie que j'ai repéré son nom après, parce que un Français en GP3, bon, ils sont pas forcément les plus connus. Un poleman.
Et puis bon, troisième de cette première course, c'était forcément un des plus beaux moments de ta carrière. Avant un petit cauchemar, on va y revenir après, mais sur cette course en Turquie, est-ce que c'est pas un des meilleurs moments de ta carrière jusqu'à présent? C'était un beau moment, surtout que les essais hivernaux avec Carlin, c'était moyennement passé. Donc d'arriver à Istanbul et de faire la pole, c'était une belle surprise, parce que le niveau du GP3 était vraiment très élevé cette année. Il y avait 30 pilotes en 1 seconde en qualif, il y avait des Bottas, troisième pilote en F1, il y a beaucoup de très bons pilotes en GP3 cette année, donc non, c'était un gros début de saison. Ah oui, le GP3, hein, Jérôme, tu t'en rappelles, on avait un vainqueur différent dans la première partie du championnat, on a eu un vainqueur différent à chaque course. C'était une belle saison, c'est bien disputé. Très condensé, et jusqu'à que Bottas prenne le dessus dans les derniers meetings, effectivement, pour aller s'adjuger du titre. Alors messieurs, est-ce qu'il y a une question sur cette saison de GP3 en particulier? Je crois il a dit, il a un petit peu résumé son sentiment, donc ce qui va être intéressant maintenant, ça va être un petit peu de parler du passé, bien sûr, on a parlé du présent, enfin en tout cas du passé récent, on va parler évidemment de ses débuts et bien sûr envisager le futur, et je pense, nos amis auditeurs, chatteurs, alors je ne sais pas si c'est l'effet Tom Dillman, parce que d'habitude on a eu des invités de renom comme Tom, cette saison, enfin disons cette saison depuis nos 52 premières semaines, donc, et en général ils sont assez timides, ce soir ils se lâchent, il y a pas mal de questions, on aura l'occasion, ne vous inquiétez pas, chers amis auditeurs, on collectera tout ça et on posera quelques questions à Je m'en charge. Jérôme s'en charge. Ça commence. Peut-être que Tom a invité tous ses amis sur le chat. Hein. Non. Allez, Spain qui est très déçu, tu ne lui as pas envoyé d'autographe. Il a demandé un autographe sur ton site et il est très déçu. Ouais, il va en avoir un. Ouais. Un autographe, bon, c'est pas très compliqué. Alors, pour cette saison de 2011, on peut rappeler l'histoire. Donc, tu étais avec Carlin à Istanbul et tu n'avais pas participé à la manche de Barcelone à cause d'un désaccord financier avec l'équipe et tu as dû les quitter. Est-ce que ce fut un coup dur parce que Carlin, avec ta pole et ton podium, finalement, c'était pas une des solutions, une très très grosse solution bonne solution pour l'année 2011 et tu as dû changer d'équipe pour Adax. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais un peu déçu d'avoir dû subir ce coup? En fait, donc, tous les essais d'avant-saison avec Carlin, c'était plutôt moyen, et Istanbul s'est vraiment très bien passé, donc c'est sûr que j'espérais continuer avec eux. Malheureusement, il y a eu un désaccord financier, donc j'ai dû rater Barcelone et je suis reparti à Valencia avec un autre team, donc Adax. Avec ce team, ça marchait vraiment bien en qualif. Que j'étais tout le temps dans les 10 et j'ai la troisième meilleure moyenne de qualif sur toute la saison, donc en qualif ça marchait bien. Malheureusement en course la voiture dégradait beaucoup les pneus et on n'a jamais trouvé la solution, donc j'ai pas marqué beaucoup de points malheureusement, pas mal de soucis techniques aussi, donc c'était un peu dommage parce que je pense que j'aurais dû finir beaucoup plus devant. Jérôme, j'ai vu 2 questions sur le chat. Oui, malheureusement, j'ai pas fait la maintenance. Je vais te le dire. Non, mais une des 2 questions, c'était sur la différence entre le GP3 et le GP2. Bon, nous, on peut voir un peu les différences, mais évidemment, quand tu es sur le baquet, tu as beaucoup plus d'expérience et d'expertise que nous pour nous dire un peu, voilà, la grosse différence entre le GP3 et le GP2, ce serait quoi? Une GP3 c'est 280 chevaux, une GP2 c'est 620 chevaux, donc déjà c'est le double de puissance. Après la GP2 c'est une voiture qui est quand même plus lourde, donc moins maniable. On peut beaucoup comparer par rapport à une Formule 3 par exemple. Une Formule 3 c'est très très vif. Même une GP2 c'est un peu feignant comme on dit. Mais voilà, 620 chevaux, il faut faire très attention aux pneus arrière. Donc ça veut dire que il faut un style de pilotage adapté en course pour économiser les pneus arrière. Donc ça c'est aussi une différence avec le GP3, parce que le GP3 il n'y a pas la puissance du GP2, donc on dégrade pas les pneus autant. Donc voilà la différence principale. Voilà, et
c'est vrai que nous on peut pas trop le sentir et tu es bien placé pour nous en parler. On l'entend légèrement quand même. Hein. Et sur les quelques accélérations, on entend la différence. Oui, ouais. C'est sûr que le GP2 c'est beaucoup plus spectaculaire à regarder. Oui, le GP3 aussi c'était spectaculaire, peut-être par le nombre aussi de pilotes présents. Moi je me suis régalé à regarder quelques grands prix de GP3. Ouais. Les courses sont souvent très disputées vu que c'est une seconde entre le premier et le dernier en qualif, donc les courses sont vraiment serrées. Malheureusement, ça fait pas un très beau bruit. C'est ça qui est un peu dommage sur le GP3. On dirait des abeilles qui volent à moitié. Mais... Quand je regardais quelques grands prix également, c'est vrai que le son c'était pas extraordinaire comparé à une Formule 1 ou une GP2. Non, moi je trouve ça très sympa le GP3, mais c'est vrai que moi qui vais sur les grands prix, c'est vrai qu'il y a les trois quarts des gens ils sont bons avant ou ils arrivent après quoi. C'est un peu dommage parce que c'est quand même une vitrine pour le GP2 et pour la Formule 1 plus tard, donc je trouve ça dommage de passer à travers. Je crois que c'est surtout une question de médiatisation, hein. Véritablement. Je pense que plus on augmente dans la hiérarchie, plus l'intérêt du public monte pour la simple et bonne raison. C'est pas un problème qualitatif. Je crois que Tom, tu ne vas pas me contredire. Elle est bien représentée en France même la discipline. Qui plus est. Donc c'est vraiment une différence, je pense, médiatique qui joue aussi un impact sur le public. Elle est bien présentée parce qu'il y a une course sur deux qui est diffusée quasiment chaque week-end par Eurosport avec notre fabuleux Franck Lagorce. Non, je trouve moi qu'il y a une bonne représentation médiatique. Après, peut-être que dans les autres pays, je ne sais pas quelle est la couverture, dans les autres pays, ça ne doit pas être ça. On peut la chance d'avoir Eurosport. Encore en France, c'est souvent différé. Puis ça dépend des horaires. Ouais, j'ai regardé quelques pourcents live. La course 2 est toujours live. Course 2, ouais, dimanche matin, c'est... Oui. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir voir une nouvelle discipline depuis 2010 et on espère pouvoir encore voir cette compétition se disputer pendant de longues années avec des très jeunes pilotes. C'est toujours très bien pour eux et pour nous aussi, pour de nouvelles têtes. Et si je peux juste enchaîner sur Tom nous disait la différence, une des différences aussi, c'est le fait qu'en GP2 on doit faire beaucoup plus attention au train arrière. Comment ça se manifeste ça quand tu passes d'une catégorie à l'autre? Parce que évidemment nous on peut pas juger, on peut pas jauger, même au niveau de l'approche tactique ou psychologique. Comment est-ce que tu tentes de faire très attention à ce paramètre? Est-ce que justement par moment tu fais un peu plus attention durant les courses longues, etc. Comment ça se manifeste dans ton aspect mental? En fait, ça a commencé cette année avec Pirelli, donc c'est pareil pour la F1, pour le GP2 et le GP3. GP3, on a moins le problème vu qu'il y a moins de chevaux, donc on use moins les pneus arrière. Mais en GP2, il faut faire très attention à pas trop patiner en sortie, donc il faut être calme avec l'axel et puis économiser ses pneus pour avoir un chrono constant pendant son run. Donc voilà, c'est tactique, mais c'est aussi c'est de l'intelligence de course. Et au feeling, il y a un peu de feeling aussi. On sent un peu le comportement de sa voiture. Oui, c'est un feeling. Il faut avoir le feeling de pas trop survirer, de pas trop patiner. Il faut avoir le feeling qu'on n'est pas en train d'user les pneus arrière. C'est vrai que depuis l'arrivée de Pirelli, c'est tout un changement au niveau de la gestion de sa monoplace qui a été assez important. Et ça permet d'ajouter un peu plus de challenge aux jeunes pilotes et forcément ça les forme un peu plus, pourquoi pas, à l'accès en Formule 1. Alors messieurs, on va revenir un peu sur la carrière de notre invité ce soir. Donc tu l'as dit en introduction, je vais commencer par un titre honorifique, je pense, champion d'Alsace de Thiès à Savon en 1999. Alors les impressions. Pourquoi honorifique? Non, mais je vais te défendre, Tom. Je vais te défendre, Tom. Je pense que Tom, je vais te défendre. Je pense que ce titre-là, et c'est le cas de tous les pilotes, les pilotes talentueux qui ont un grand avenir, et même ceux qui ont déjà réussi leur carrière et qui ont, je sais pas, la cinquantaine. Je pense que le premier titre, fût-il honorifique, il est vraiment, c'est peut-être le plus important de ta carrière, non? Justement. C'est peut-être le titre qui m'a donné envie de continuer, voilà. C'est vrai, parce que c'était ma première. En fait, tout a commencé parce que mon père était pilote, donc j'étais sur les circuits très jeune déjà,
Et puis donc en 99, on a décidé de faire ce championnat. C'était pour le fun, mais aussi pour gagner. Et puis j'ai gagné, donc ensuite ça nous a donné envie de continuer. Alors, donc, c'est vrai que quand j'ai vu ton palmarès, j'ai un peu rigolé, entre guillemets, hein, sans être méchant. Qu'est-ce que ça va, c'est la première fois que je vois ça dans un palmarès. Alors, je sais pas s'il y avait d'autres pilotes qui en ont fait aussi, non? Est-ce que tu sais un peu? Bah, forcément, il était pas tout seul dans la discipline. Non, mais même des pilotes, non, je sais pas. Des pilotes connus, je veux dire. Non, je ne sais pas. Non. Parce que c'est bon. Justement, ce sera le précurseur quand il ira en Formule 1 plus tard. On pourra dire Tom Dillman a fait la caisse à savon. Non, mais sérieusement, hein, je sais que, par exemple, certaines épreuves particulières de karting, parce que ça s'est développé ces dernières années, il y en a certaines où on a vu 1 ou 2 pilotes de Formule 1 y aller seulement. Donc, c'est pas non plus... Justement, il faut être positif par rapport à ça, Mathieu. Non, mais allez la voir, ma caisse à savon. Oui, on l'a vu en photo. Elle est sur ma page ou sur Twitter. C'est pas, ça ressemble à quelque chose, quand même. Ah bah non, mais c'est sûr, elle est un joli jaune. C'est mon père qui l'a fait. Et bon aéro, peut-être. Donc voilà, qu'est-ce que ça vaut pour commencer. Et ensuite, on arrive en karting. Alors j'ai vu, non, c'était que 3 ans de karting seulement, donc peut-être que, 3 ans c'est peut-être une moyenne, hein, peut-être, mais c'était pas un peu court, justement. On t'a bien repéré assez tôt, peut-être, non? En fait, donc vu que mon père a une grosse expérience en sport auto, vu qu'il a pas seulement été pilote, il faisait aussi ses voitures, mécanicien, team manager, enfin il faisait tout. Donc il a une grosse expérience. Donc en fait, j'ai fait la caisse à savon avec lui, le karting on l'a fait ensemble. Et au bout d'un moment, lui avait plus de capacité à faire de l'auto que du kart. Donc je suis passé en 2003, j'ai que fait des essais avec une voiture qui m'a fait avec un moteur de moto. Donc je me suis entraîné avec ça et en 2004, on est passé en Formule Renault Alexis, toujours avec mon père. Donc on était à deux, notre petite structure familiale. Donc voilà, c'est pour ça que je suis passé très vite à l'auto. Effectivement, donc la Alexis en 2004. Alors oui, justement, ton père a vraiment été d'une aide importante dans ce début de carrière. Et alors donc en 2006, en Formule Renault Eurocup, c'est par SG Formula, donc c'est là vraiment où tu as pris une nouvelle dimension peut-être. C'est vrai qu'en 2005, j'avais fait quelques courses en Eurocup, donc ça c'était ma première année dans un team structuré, on va dire. Donc j'ai fait quelques courses. En 2006, j'ai intégré SG Formula. Et là, j'ai fait une grosse fin de saison surtout. Donc, j'ai gagné des courses en championnat de France et pas mal de podiums en Eurocup. Donc, et puis j'étais très jeune, hein, j'avais toujours 17 ans. Donc, l'Eurocup, c'est quand même un gros championnat avec beaucoup de voitures, beaucoup de pilotes. Il y avait, par exemple, cette année, il y avait les Alguersuari, Bouhemi, il y avait du monde quand même. Donc, et grâce à cette fin de saison en Formule Renault, j'ai été remarqué par Red Bull. Exactement, c'est ça, la suite de cette carrière en 2005. On peut lire sur ta biographie sur ton site, très beau site internet d'ailleurs, repéré par Helmut Marko en 2005. Et donc en 2003, en 2006, il accède à la F3 grâce à Red Bull. 2007, grâce à Red Bull avec l'équipe ASM, et soutien financier de l'équipe de Red Bull Junior Team, avec notamment des pilotes, où tu étais le pilote le plus jeune sur la grille. C'est quand même assez impressionnant certainement, avec des équipiers comme Romain Grosjean, Camille Kobayashi, Nico Hülkenberg. C'est pas rien non plus, hein. Alors est-ce que tu étais impressionné par cette saison, par ses coéquipiers? Comment ça s'était passé un peu? En fait, je me suis très bien adapté. J'étais pas impressionné, mais tous les essais de pré-saison, j'étais le plus rapide du team. Donc, je battais Grosjean, Kobayashi, Hülkenberg sur chaque circuit de pré-saison. Malheureusement, j'ai eu un gros crash où je me suis cassé le sternum et 2 vertèbres. Ça a mis un petit coup d'arrêt quand même. Donc, justement, tu en es où pendant 2 mois, donc. Et justement, tu en es où par rapport à ces blessures? Je crois même que tu t'es blessé gravement au pied. J'ai cru lire ça dans ta bio. Tu en es où par rapport à ces blessures-là? Tu as encore des séquelles? Non, rien du tout.
Ah, mais ça, c'est déjà... De toute façon, au bout de 2 mois après le crash, j'avais plus de séquelles. J'ai juste perdu un peu de temps dans la voiture, et puis j'étais à l'arrêt de moi pendant que les autres commençaient la saison et faisaient la première course. Donc c'était ça l'inconvénient. Mathieu, tu parlais du site internet de Tom Dillman. On peut le citer, hein, il est pas très compliqué normalement. Donc Tom Dillman, donc tout simplement .com. Attention, et il est même sur le Facebook de l'émission. Oui, et il est même sur le Facebook de l'émission. Mais je sais que certains chatteurs ne vont pas sur le Facebook de notre émission. Donc c'est pour ça que je Eh bien, c'est une erreur. Et c'est une erreur, et je le précise oralement. Donc Tom Dillman, attention, il y a 2 L et 2 N. Donc, et il est sur le chat. Et il est sur le chat. En effet, merci Jérôme. Et je précise aussi qu'on peut rejoindre ta communauté de fans sur le réseau social célèbre bleu qui commence par un F, et donc Tom Dillman. Steve Buddy, bien sûr. Donc Tom Dillman officiel. Et il est sur le chat aussi. Et il est sur le chat aussi, voilà, donc c'est précisé. Quel talent. Donc voilà, bon, on fait la publicité de Tom, on va continuer cette remontée de cette carrière. Alors malheureusement, c'est la fin du rêve peut-être avec Red Bull. Tu quittes le giron, pour dire comme ça, en 2008, c'est ça? Oui, en fait, donc ma première saison d'Euro Series, je finis 9 au championnat, ce qui est correct. Il y a très peu de rookies qui sont rentrés dans les 10 en Euro Series, même les gros gens, Kobayashi, ils n'étaient pas dans les 10, donc c'était quand même une saison correcte. La Euro Series, c'est du très haut niveau. Et donc malheureusement l'année d'après, Red Bull m'a placé chez SG, qui eux débutaient en Formule 3, donc toujours en Euro Series. Et je devais aussi trouver une importante part du budget. Donc le fait de ne pas avoir de résultats avec cette nouvelle équipe et de ne pas avoir trouvé la part du budget a fait que j'ai pas pu continuer avec Red Bull. Alors Olivier, tu voulais intervenir? Ouais, par rapport à qu'il soit entre guillemets pas licencié du genre Red Bull mais qu'il n'en fasse plus partie, est-ce que c'était une grosse déception et est-ce que ça t'a donné envie d'arrêter? Ou au contraire justement ça t'a donné envie encore plus de continuer? Ah, c'est sûr, c'est un gros coup, c'est un gros coup d'arrêt pour ma carrière, mais bon, j'ai jamais pensé arrêter. C'était aussi de la motivation de montrer pas mal de gens que je méritais mieux, et par exemple 2 mois après, pour ma première course, pour mon retour, toujours en F3 Series avec une autre équipe, je bats tous mes ex-collègues de Red Bull et je fais un podium d'entrée, donc c'était un beau clin d'œil. Ouais, ça c'est sûr, et alors c'est un peu à partir de ce moment-là, un passage à vide, si je puis dire. T'as un peu tourné en Formule 3, Formule 3 allemande, pardon. Formule 3 allemande, effectivement. Ensuite, en fait, à partir de là, j'ai plus de sponsors, donc plus de budget. Et vu que ma famille ne pouvait pas me financer, j'ai dû trouver d'autres solutions. Donc, je me suis battu pour trouver des volants. Donc, j'ai roulé dans des équipes de fond de grille qui espéraient renouer, redorer leur blason. Et donc je roulais comme ça au coup par coup. Donc j'ai fait des piges en F3 Euro Series, en F3 italienne, en F3 allemande. Et petit à petit, donc de mi-2008 à fin 2009, j'ai fait quelques courses en F3. J'ai fait des bons résultats. Donc à chaque fois, en passant de team de fond de grille, j'ai réussi à remonter un peu la grille, toujours sans budget, donc c'est quand même assez rare de pouvoir rouler sans budget, donc c'est aussi une preuve de sa valeur, je pense, surtout mental, que des équipes comme ça me fassent confiance pour donc comme dit pour renouveler pour redorer leur blason et régler l'auto, donc c'était bien, et donc jusqu'à fin 2009 j'ai fait des piges comme ça. On ne cessera, Mathieu, de répéter la gestion mentale des sportifs en général, mais c'est vrai qu'il en faut encore une plus poussée, plus assidue chez ceux qui font des sports mécaniques, quels qu'ils soient d'ailleurs. Je parle de futurs champions, de jeunes très talentueux. On sent qu'il a une gestion mentale. C'est-à-dire que c'est pas évident. Il faut savoir, bon, il a un papa qui a déjà l'expérience. Il a commencé, parce que tu parles de caisse à savon. Du coup, je me suis renseigné, c'est une discipline qui m'a l'air assez quand même dangereuse. Je trouve pour commencer, donc il faut déjà il faut être un peu tête brûlée, il faut avoir de l'audace, et il a vraiment une gestion mentale, c'est-à-dire
de prouver à ceux qui ne lui font pas confiance ou ceux qui l'ont trahi, de leur prouver. C'est quand même pas si évident que ça de faire des piges, d'être pigiste comme ça, sans budget. C'est une situation assez inconfortable. Donc il a vraiment un très bon mental et c'est très très important. Je crois d'ailleurs, en parlant de choses très importantes, que Jérôme a des questions très importantes. Eh bien, et puis effectivement, justement, durant ton passage à vide, est-ce que tu t'es absolument dit qu'il faut que tu dois rester en monoplace? Car justement, Steph Core, tout à l'heure, me demandait sur le chat si tu envisageais de ne faire que de la monoplace. Il y avait vraiment que la monoplace qui comptait. Et si jamais tu souhaitais, par exemple, au cas où, passer en berline ou en Proto à l'avenir, ou même si tu avais pensé à ce moment-là. Bah déjà, avec le recul, je pense pas que ça a été un passage à vide. Je pense que ça m'a fait énormément progresser. Alors c'est sûr, j'ai pas beaucoup roulé. J'ai fait quelques courses par an, mais je pense que mentalement, ça m'a fait énormément progresser. Parce que à chaque fois que je montais dans la voiture, j'avais les dents par terre. Donc parce que je savais que à chaque course, il fallait que je fasse un résultat, parce que autrement, ça pouvait être la dernière. Et donc depuis, j'ai cette mentalité tout le temps, à chaque course. Et donc voilà, je pense pas que ça ait été un passage à vide. Sinon, je me rappelle plus la question, c'était quoi exactement? Si tu avais pensé à ce moment-là à passer en berline, en proto, à changer tout simplement, quitter les monoplaces. Moi, j'ai eu une proposition au bout d'un moment, c'est pour faire le Mans. Donc c'est sûr que c'était le Mans en GT, donc c'est sûr que ça fait rêver, mais en réfléchissant, j'ai préféré continuer à la monoplace. Je pouvais pas faire les deux en même temps, donc j'ai préféré continuer. Ça, c'était en 2010. Donc soit j'arrêtais mon championnat d'Allemagne de Formule 3, soit je pouvais rouler en endurance et faire le Mans. Mais j'ai préféré continuer et je pense que c'était la bonne solution, vu que j'ai gagné le championnat et ça fait redémarrer ma carrière. Et à l'avenir, t'es pas fermé à un passage? Je suis pas fermé du tout. Moi, pour l'instant, je suis en monoplace, j'ai roulé en GP2, donc j'espère continuer dans cette voie-là. Je pense que je peux encore avoir un an ou deux de monoplace en GP2 ou en 3.5 pour prouver que je mérite d'être professionnel en monoplace. Et comme nos auditeurs pensent à tout, et pour la suite de ta carrière, Resfan est également sur le chat, qui demande si jamais tu avais également, aussi à l'époque, pensé, par exemple, à un exil aux États-Unis, en Indonésie, par exemple. Est-ce que ça te passe par la tête? Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête? C'est sûr, les États-Unis, même le Japon. D'un moment, j'étais en négociation pour aller au Japon, mais faut savoir que c'est comme en Europe maintenant, c'est pas facile. C'est aussi des baquets payants, donc c'est pas différent. Il y a quelques années, c'était plus facile d'avoir un volant professionnel payé au Japon ou aux États-Unis que maintenant. Donc il n'y a plus un intérêt. Il n'y a plus cet intérêt-là. Très bien, ok. Donc, merci pour nos auditeurs qui, d'ailleurs, je le rappelle, peuvent poser leurs questions sur le chat de l'émission, Mathieu. Heureusement, on les attend nombreux. Donc, est-ce que j'ai Frey qui demande si je peux parler allemand sur le chat. Oui, en fin d'émission. Oui, ce sera l'occasion de savoir. On fera une partie Alsace en fin d'émission. On lui parlera un peu plus de sa région et on pourra même lui parler de Miss France. Tiens, j'y pense, c'est vrai. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Ce sera la partie détente en fin d'émission. Voilà. Donc on va terminer sur cette remontée de cette carrière riche en émotions. On arrive en 2010, tu l'as dit, champion de Formule 3 allemande. Je vais y arriver. Donc c'est ce qui a permis de te relancer dans ta carrière, et alors certainement grâce à ça que tu as pu intégrer la GP3. Oui, donc en fait, jusqu'à fin 2009, je faisais des piges, et en 2010, un team de F3 allemande qui m'ont vu gagner des courses en F3 allemande en 2009 m'ont donné un baquet pour toute la saison, donc financé par le patron de l'écurie, donc c'est aussi encore une fois assez exceptionnel. Donc j'ai pu faire toute la saison et j'ai gagné le championnat, donc ça c'est un titre et ça m'a fait ça a redémarré ma carrière. Donc de fin 2008 de la période de Red Bull à fin 2010, je suis passé de pilote à
pilote titré, on va dire. C'est joli, c'est pas mal, ça rime en plus, c'est bien trouvé. Donc voilà, et on en arrive aujourd'hui à l'accent GP2 ou en 3.5, le plus dur reste à venir. Le budget devrait arriver, on l'espère en tout cas, et bon talent, le talent c'est sûr que tu l'as, ça c'est indéniable au vu de ce que tu nous as montré dans ta carrière. Et le talent, Mathieu, et le mental. Et le mental, je oui, crois, le mental. Non mais justement, après peut-être qu'on pourra l'interroger là-dessus, je pense qu'il a autant de force mentale que de talent. Quand j'ai un peu analysé son CV, etc., je pense qu'il a une capacité de réaction qui est assez rare, et c'est une vraie qualité de capacité de réaction en étant mis sous pression, quand même à la suite de sa carrière, tout simplement. Il faut quand même avoir les reins solides pour ne pas dire autre chose, donc je pense que ça c'est utile aussi de le préciser. Il n'y a pas que le talent, ce qu'on dit toujours en sport mécanique, je trouve que c'est même réducteur de dire ça, on ne parle que de talent, alors que dans d'autres sports on dit il a plein de qualités, etc. On ne parle que de talent, il n'y a pas que le talent, il a d'autres qualités que ceux-là. Exactement. Est-ce qu'il y a des dernières questions sur la carrière de Tom sur le chat ou ailleurs? Non, c'est bon? Moi, c'est pas vraiment. Oui, vas-y. Je suppose que ça va être des questions plus spécifiques maintenant, non? Après, oui. Sur les circuits qu'il préfère, les circuits qu'il a. Oui, voilà. On a fait le tour de sa carrière. On va passer à l'homme Tom Dillmat maintenant pour mieux se connaître. Alors, Chris, je te laisse commencer. Ah bah non, mais oui, pardon. Donc non, mais j'ai vu que ta première victoire d'importance, c'était à Spa, puisque tu as roulé beaucoup en Belgique, je pense, au début de ta carrière, Tom. En effet, mes premiers tours en monoplace c'était à Spa, en Formule Renault 1.6, et ma première victoire aussi. Donc oui, et puis sur un circuit aussi mythique, c'est toujours sympa. Et justement, est-ce que c'est ton circuit préféré? Malheureusement, j'ai jamais couru avec une monoplace puissante, donc il y a quand même beaucoup de lignes droites à Spa. Donc en GP3, en F3, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, mes circuits préférés pour le moment, c'est Pau, Ville et Zandvoort. Ah, Zandvoort, le célèbre, le mythique. Oui. Alors, Michel. Tu es alsacien, bien sûr, tu es du Haut-Rhin, un peu comme Yvan Muller, qui vient de Mulhouse. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu le connais, et si tu le connais pas, est-ce qu'il serait peut-être capable de t'aider pour parvenir en GP2, pourquoi pas? Non, je le connais pas. Je connais pas Sébastien Loeb non plus. Non, je sais pas s'il pourrait m'aider. Mais sinon, il a une bonne carrière. Ouais. C'est sûr qu'un Sébastien Loeb ou un Yvan Muller ont peut-être plus d'aura pour arriver à dénicher des sponsors, mais pour l'instant, je n'ai vu aucune aide. J'ai beaucoup aimé la réponse de Tom, et très diplomatiquement, qu'il a dit, écoutez, je suis alsacien. En gros, sa réponse, je vais vous la faire, c'est je suis alsacien, mais me cassez pas les pieds avec tous les autres pilotes alsaciens, j'en connais pas, foutez-moi la paix avec ça. Voilà. Mais c'était dit de manière superbe, Tom, et de manière diplomatique. Tu sais plus ou moins bien répondre. Tu peux déjà faire de la Formule 1 parce que tu as de quoi répondre. Voilà, tu sais, voilà. Ouais. Non, ce sera l'Alsacien. Je me trompe un petit peu, Tom. Français, est-ce que tu connais Jean Lézy? Non, juste d'en parler. Je ne connais pas plus que ça. Justement, Tom, quels sont tes amis pilotes dans le circuit des sports mécaniques, les amis les plus proches? En fait, il n'y a pas beaucoup de Français. Il y a un ami qui s'appelle Philippe Eng qui roule en GT. Je dirais Nicolas Armindo qui est aussi de ma région, qui roule en Porsche. Voilà. Et au niveau des monoplaces, non? J'ai pas vraiment d'amis. Mais t'as l'air justement, Tom, assez éloigné de ce côté un peu showbiz, de ce côté on est potes parce qu'on est pilote automobile. T'as vraiment l'air d'être très détaché par rapport à... C'est un sentiment que j'ai, je sais pas si je me trompe justement par rapport à ça, Tom. T'as vraiment l'air d'être assez détaché de tout ça. Toi, tu fais ton métier et après, voilà, le reste... Moi, sur le circuit, je suis pas là pour copiner. Je suis là pour battre tout le monde. Après, c'est sûr, on peut toujours être amis et ne pas aller sur la piste. Mais pour répondre à la question, non, je n'ai pas forcément d'amis en monoplace. Non, mais par exemple, si maintenant tu as besoin d'un manager ou quelqu'un qui a de la notoriété, le mieux c'est d'avoir quelqu'un qui est connu entre guillemets pour t'aider à monter, à grimper les échelons, non? C'est quand même un atout.
Oui, c'est de toute façon un atout. Moi, pour le moment, j'ai Luxury Racing, qui est un team de GT qui roule en championnat du monde, et c'est eux qui me soutiennent. Donc voilà, c'est ça L'entourage. mon management, quoi. Ouais. Okay. Parce que l'entourage, c'est primordial. On en a déjà parlé avec tous les invités qui sont venus ici et qui l'ont dit. L'entourage, c'est primordial. Quand on voit même les transferts qui se passent, notamment en Formule 1 par exemple, il faut vraiment être... Je pense que c'est l'un des aspects aussi les plus importants, c'est vraiment savoir bien s'entourer de gens très compétents, et je pense que Tom ici, il a l'air assez satisfait de ses proches et de son entourage professionnel. Donc c'est plutôt positif parce que c'est vraiment un élément indispensable pour réussir. On ne peut pas être bon et être mal entouré. On ne peut pas réussir comme ça. Dans entourage, je mettrais surtout avoir les bons atouts financiers, je pense. C'est ça le plus important. C'était un petit peu dans ce sens-là que je le disais aussi. C'est vrai que donc voilà, il y a une période pour l'instant assez compliquée. Bon, on va espérer te retrouver en GP2 l'an prochain. C'est vrai qu'il y avait de fortes chances d'aller chez eSport en 2012 peut-être. Malheureusement, Julian Palmer, qui était chez Attax lors de la course à Abu Dhabi, t'as pris un peu cette place. Forcément, ça a dû être la déception, hein, ça c'est sûr, parce que t'avais de fortes chances de signer peut-être chez eSport aux côtés de Marcus Ericsson après ce très bon week-end à Abu Dhabi. Donc c'est vrai. C'est sûr qu'eSport me voulait. J'étais leur choix numéro 1. Après, j'ai fait 2 jours d'essai avec eux et la course, et tout s'est vraiment superbement passé. L'entente avec l'équipe était super, donc on espérait vraiment continuer ensemble. Maintenant, voilà, Palmer a sûrement eu le budget qu'iSport demandait, et moi pas, donc iSport a pris une décision commerciale. Alors messieurs, on va conclure justement par ces dernières questions. Sur e-sport, justement, il y a Simon qui voulait avoir la confirmation sur le chat. Tu as bien eu des contacts avec eux avant que les 2 baquets soient pris? Tu as été en contact avec eux? J'étais complètement en contact. J'étais le choix numéro 1 pour eux, à côté de Marcus Ericsson. Ils ont attendu de voir si je pouvais réunir le budget. Malheureusement, on n'a pas pu le réunir jusqu'à maintenant, donc ils ont préféré signer un autre pilote qui l'avait pour ne pas prendre de risques. Alors, des dernières questions sur le chat? Damien avait une question, je pense. Oui, pardon. Oui, est-ce que tu trouves pas que Plus fort, Damien, s'il te plaît. Est-ce que tu trouves pas que maintenant, tout ce qui est sport mécanique et tout, c'est l'impression que j'ai d'une vue extérieure qu'on fait plus passer l'argent d'abord et le talent après? Est-ce que ça te chagrine pas un peu? C'est vrai qu'à tous les niveaux, ça devient de plus en plus un loisir et puis un sport. Il y a beaucoup de gens qui font du sport auto en loisir, quoi, parce qu'ils et je dirais pas que c'est du loisir en Formule 1, mais il y a beaucoup de pilotes qui sont là et alors qu'il y a d'autres pilotes derrière qui mériteraient plus leur place. Donc c'est sûr que c'est un peu dommage pour le sport. Et t'as pas l'impression que ça va peut-être le tuer un peu, ce sport, justement? Que ça va être sûr que si on n'a que des pilotes payants en Formule 1 sans forcément le talent, c'est sûr que moi, ça m'attirera plus trop pour regarder les Grands Prix. Ouais, surtout qu'on en a déjà discuté ici dans cette émission, Tom. Je crois que c'est le sujet récurrent. C'est un des sujets qui est récurrent, parce que c'est vrai qu'on ressent comme cette injustice-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais d'entourage, Tom, tu l'as dit de manière beaucoup plus cash que moi, et je t'en remercie d'ailleurs. C'est vraiment l'entourage financier. Je faisais allusion clairement ici à Gravity par exemple, et ce sont des choses dans lesquelles on a parlé. On a parfois, c'est vrai, l'impression que ce n'est pas toujours, ou ce n'est pas même souvent les plus talentueux qui sont récompensés pour aller dans l'élite en sport mécanique. C'est vraiment regrettable. Non, c'est un package. Il n'y a pas de mauvais pilotes qui arrivent. Hein, non, bien sûr, évidemment. Mais il y a des pilotes qui mériteraient plus d'y arriver. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un petit tour complet sur cette carrière riche en émotions, avec des victoires, des hauts et des bas. Mais bon, ça c'est le cas de tout pilote, hein, certainement. Hein.
sauf Vettel pour l'instant, qui pour l'instant avec que des hauts, mais ça devrait pas tarder à arriver, les bas, parce que bien sûr, un pilote qui gagne, enfin, on n'a jamais vu de personne tout le temps Ouais, gagner. il n'aura que 12 victoires cette saison. Non mais bon, en tout cas voilà pour ton cas, Tom, c'est clair que t'as encore beaucoup d'années devant toi, mais voilà, t'es barré pour l'instant par le problème de budget, mais ça c'est dommage quand même. Il faudrait que les écuries voient avant tout ce qu'a en sa possession le pilote avant de voir son portefeuille, mais ça sera pas C'est avant difficile, on en a... prochaines voilà. années, ça va changer peut-être, mais c'est encore compliqué actuellement de Alors, ça est l'idéal, ça serait que les équipes s'autofinancent, que les équipes aient les sponsors et qu'ils choisissent les pilotes qu'ils veulent. Mais malheureusement, C'était ça il y a plusieurs années. Le rêve, ce serait... qui vont mettre le sponsor. Donc, Le rêve qu'on a tous, je pense, Tom, ce serait que vraiment, enfin tous, je sais pas, je t'inclus dedans peut-être à tort, mais ce serait vraiment, mais c'est un rêve, ce serait qu'on interdise le fait qu'un pilote finance lui-même en Formule 1 par exemple, et donc ça, là on aurait quasiment la certitude qu'on mettrait les meilleurs. Ça viendra peut-être à terme. Ah, mais pourquoi Ça viendra, parce que si dans quelques années on se retrouve avec des pétroles dans toutes les équipes, au bout d'un moment ça sera un sport sans saveur, ça sera même limite, si jamais il y a des Non mais on avait dit, on ne citait pas de nom, on avait dit. Quoi? On avait dit qu'on ne citait pas de nom tout à l'heure, Jérôme. Écoute, j'ai pas cité le nom. J'ai entendu vaguement je ne sais plus. Petrovski, c'est un nom bateau. Ah d'accord. Autant pour moi alors, pardon Jérôme. J'avais cru comprendre. Voilà, limite ça deviendrait dangereux à terme. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il y aura sûrement quelqu'un qui mettra le holà à la FIA. Ça peut pas durer comme ça. Il y a 10 ans, on pouvait, 10 ans c'était différent, maintenant ça a changé, la crise économique. C'était une exception. Quand Pedro Diniz il tenait son baquet, c'était une exception. Oui. Le pire, il y avait l'année où il y a eu Yuji Ide, quoi, qui a justement été viré parce que justement il avait une conduite trop dangereuse, quoi. Oui. C'est C'est impressionnant, lui. Hein. Tom c'est peut-être. pas dans F1, c'est dans toutes les catégories. En GP2, c'est oui, comme ça, ça, c'est... en Formule Renault, c'est comme ça, en F3, partout. C'est En parce fait, que plus on monte dans les catégories, plus c'est difficile pour certains pilotes d'avoir l'argent. Donc beaucoup de pilotes restent sur le carreau, quoi. Alors, en tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de trouver un volant en 2012 en GP2 ou en 3.5 au pire des cas, et de gagner, parce que forcément ensuite certaines équipes vont pouvoir te repérer, se dire ce gars-là, il a quelque chose, il n'a pas qu'un portefeuille, il a quand même quelque chose dans la tête et entre ses mains, et c'est clair que ça va compter dans les prochaines années, et en tout cas il faut l'espérer pour pouvoir. Je pense que messieurs, on a fait le tour. Une dernière question avant d'enchaîner. Pas une question, mais on parlera peut-être après. Enfin, Jérôme, il avait peut-être une question, mais juste, on parlera tout à l'heure, j'imagine, un peu du futur et un petit peu de questions plus détentes. Jérôme, je t'ai interrompu, pardonne-moi. Non. Ah, tu as inspiré alors, parce que j'ai observé les réactions possibles et j'ai vu un petit peu que ça clignotait de ton côté. Donc tu as inspiré trop fort, Jérôme, tu te rends compte? Sûrement. Alors, messieurs, plus rien à rajouter? Non, c'est pas pour le moment. Oui, question. Ouais. Tom, s'il a été fait ça, est-ce qu'ils sont capables de t'aider pour ta carrière? S'ils sont là pour t'aider? La fédération ne m'a jamais aidé. En fait, j'ai pas suivi le cursus franco-français qui est de faire la campus ou l'Autosport Academy comme c'est appelé maintenant. Donc non, la Fédé ne m'ont jamais aidé financièrement. Mais s'ils sont là, tu accepterais sans problème, je pense. Oui, certainement. Mais sa réponse indiquait plutôt, Tom, je sais pas si... c'était une façon diplomatique de dire qu'il ne pense pas qu'ils vont l'aider, étant donné qu'il n'a pas suivi le même cursus que les autres. Et ça, on pourrait aussi lancer un débat là-dessus, c'est vraiment regrettable aussi, ça, mais ce n'est pas que de la Fédération française, c'est un petit peu le cas partout, où on doit vraiment... ils ont leur poulain, et bon, après ils poussent en fonction de leur poulain. C'est vraiment dommage quand même, hein. Il a du talent, mais la Fédé ne fait rien. C'est on pourrait faire un petit peu dommage. Je voudrais faire un petit parallélisme. C'est pas en plus gage de réussite, suivre le parcours traditionnel. Regardez par exemple dans le tennis, la meilleure joueuse de tennis, je fais un grand écart, mais la meilleure joueuse de tennis française, c'est justement celle qui n'a pas suivi le parcours traditionnel. Mais je crois que de toute façon, il ne faut pas désespérer. Au bout d'un moment, c'est clair que si chaque camp voit un intérêt commun
Et si Tom arrive encore à démontrer à un plus grand nombre de monde son talent, rien n'est impossible, hein, de toute façon. Il faut pas perdre espoir à ce niveau-là. On va pas perdre espoir. Allez Tom, on va enchaîner. Donc Tom, tu restes avec nous si tu le veux bien, hein, si tu n'as rien de prévu. Juste après, tu es bienvenu jusqu'à 23h. Ça marche. Ah bah, donc on va avoir des débats. De rester avec nous, hein. Tom reste aussi. Hein. Ne partez pas. On est tous. N'allez pas ailleurs, c'est l'after foot. Oui, non, n'allez pas sur les concurrents parce que c'est du foot. Le foot, à ce qui se passe à Paris maintenant, forcément, c'est pas sérieux tout ça. Donc là, on renonce au sport mécanique. Ça au moins c'est de la vraie passion. Voilà. Et l'actualité, mon cher Olivier. Il y a Maxwell, ils vont pouvoir faire du café maintenant. Et voilà, c'est la blague que tout le monde a fait aujourd'hui hier. Merci Jérôme, tu devais la sortir aussi. Le problème, c'est que je ne suis pas le foot, donc j'ai découvert ça il y a 10 minutes voilà. Ouais. J'ai un train de retard. Par contre, il y a une info qui est tombée il y a à peu près 1 heure, c'est que Sutil risquerait 1 an de prison. Oula, pour l'incident. Ouais, il passe au tribunal à la fin du mois. Oui, quand même. Un an de prison ferme, Damien. Hein? 1 an de prison ferme ou avec sursis, il me semble. Hein. Ah bah comme ça, il a trouvé son problème il a réglé son problème pour le baquet. Enfin, ça a quand même une énorme incidence parce que si c'est avec sursis, il peut encore espérer continuer. S'il prend un an ferme, je pense que sa carrière s'arrêtera automatiquement. Oui, comme Verstappen. Lui, il était déjà fini depuis longtemps. Ouais, mais Verstappen, il ferait bien de se taire aussi Verstappen qui a débité pas mal d'âneries. On a compris ces derniers jours pourquoi il débitait autant d'âneries ces derniers mois. Voilà, donc, on va passer à l'actualité du week-end, enfin de la semaine écoulée plutôt. Olivier, c'est forcément le Dakar 2012. On va revenir sur l'information principale de ce Dakar. Au niveau des résultats, tout d'abord, chez les motos, Olivier, Cyril Després toujours devant notre ami Marc Coma, l'Espagnol. On peut faire quand même un petit résumé d'étape par étape. Rapidement. Donc on s'est quitté jeudi avec Després qui avait 9 minutes, presque 10 minutes d'avance sur Coma. Donc tous les autres relégués déjà plus de 3/4 d'heure. Donc le fait, il y a déjà eu un fait, c'était l'étape annulée de samedi, car il y avait de la neige en passant la cordillère des sur le Dakar. Pour revenir en fait, c'est avec sursis. Voilà, c'est ça. Donc la neige sur le Dakar, effectivement. La neige, je pense que c'est la première fois que ça arrive, parce que quand on était en Afrique, il n'y a jamais dû avoir de neige, je pense. Non. C'est la première fois, donc qu'il y a eu de la neige sur le Dakar, et donc l'épreuve a été annulée, car c'était trop glissant, trop dangereux pour les concurrents. Non, mais il y a 16 ans, il y a eu une neige d'hélicoptère sur le Dakar. Je ne rigolerai pas sur cette mauvaise blague. Continue. Allez, un looping et on repart. Également lundi où Cyril Després s'est embourbé dans un Rio, donc il a perdu plus d'1/4 d'heure, mais sachant que cette difficulté n'était pas répertoriée dans le roadbook, il n'a perdu que je crois 5 ou 6 minutes, donc il n'a pas perdu grand temps sur Marc Coma. Oui. Et donc là ce soir il est en tête du classement général, il a encore gagné l'étape je crois aujourd'hui. Et donc il se retrouve en tête avec déjà 2 minutes 22. 2 minutes 22 simplement d'avance sur Marc Coma et Der Rodriguez qui se retrouve déjà à plus de 1 heure. Ouais. Et c'était hier ou avant-hier, il avait que 21 secondes d'avance sur Coma. C'était très très serré, c'est peut-être l'un des cas les plus serrés qu'on peut voir sur ce Dakar. Après une semaine de Dakar, c'est un écart extrêmement faible. Ça montre forcément la différence entre Coma et Després et les autres. Alors ouais, c'est ce que j'allais dire déjà la semaine dernière, je le disais déjà, mais c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a les 2 grands champions et le reste derrière. Et on peut signaler que les 3 premiers ont changé de moteur et donc ont reçu une pénalité de 15 minutes comme le signale le règlement cette année. C'est ça, bon. Heureusement pour Després que Coma l'a fait aussi. Bon, je pense de toute façon qu'ils se sont concertés et changé les 2 moteurs sur les 2 machines. Oui, c'est clair. En tout cas, il reste quelques jours seulement, jusqu'au 15, et c'est encore très très ouvert entre Després et Coma, donc la lutte va être fratricide jusqu'au bout, jusqu'à Lima. Il y aura une lutte, je pense aussi également pour la 3e place sur le podium, entre Rodriguez, Villadoms, Zitko. C'est une surprise parce qu'il n'est pas très connu, il se retrouve 5e.
Après, on a le Valsetter qui est 7ème à 2 heures. Et après, c'est vrai que ça va être beaucoup plus dur pour les pilotes comme Ruben Faria ou Jens Verhoeven qui étaient donnés comme outsiders de ce Dakar et qui se retrouvent 12 et 13e au classement général. Alors oui, sur le chat, on va le faire plus court. On nous demande de le faire plus court. En fait, je vous explique tout simplement. La semaine dernière, on devait parler GP2, GP3 avec Julien de Toile 5 qui n'a pas pu venir. Donc, on a dû, forcément, comme c'était le début du Dakar, on a présenté un peu, on a un peu fait plus... longuement. On a fait 1h30 sur le Dakar. Voilà, un peu moins, mais quand même beaucoup. Mais bon, il faut en parler, c'est l'événement actuel des sports mécaniques, c'est le Dakar. On parle quand même, comme l'année dernière, à nos débuts, on en avait parlé, il faut en parler quand même. Mais oui, et puis de toute façon, c'est l'ouverture et lors de la clôture qu'on en parlera plus. Entre les semaines, on se limite à l'actualité, n'est-ce pas? Oui, et je rassure mes auditeurs, la F1, ça reprend vraiment dans un mois, on aura l'occasion d'en parler après à volonté. On en parlera encore ce soir de la F1, tout à l'heure. Heureusement, il y a quand même des infos qui sortent du lot. Et donc, les deux derniers petits trucs en moto, c'est chez Aprilia, je crois. Donc, Chaleco Lopez qui a abandonné. Donc, il s'est blessé au genou, les ligaments croisés, je crois. Et Alain Duclos, sur cette même étape, qui s'est arrêté pour demander de l'aide et qui s'est fait piller sa moto. Donc, il avait plus de carénage, plus rien, et il a quand même réussi à terminer l'étape et à repartir le lendemain. Sacrées histoires. Dans ce Dakar, heureusement, pas de décès. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, on va passer catégorie auto. Donc là, encore deux grosses surprises. Donc, l'abandon de Nasser Al-Attiyah mardi. Donc, il perdait déjà beaucoup de temps sur chaque spécial. Il perdait tout le temps 20 minutes, une demi-heure à cause de problèmes. Et la plus grosse surprise, c'est surtout le déclassement de Robbie Gordon qui aurait triché apparemment. Enfin, lui il dit que ça fait déjà 5 ans qu'il utilise ce système après. Non, je crois qu'il a dit que ça fait 5 ans qu'il a la même voiture. Et je crois qu'il a pu changer ce système cet hiver, par exemple. Mais la voiture, je pense, c'est la même depuis 5 ans. Mais voilà, ce système, on peut l'expliquer. C'est assez complexe, mais bon, on peut facilement l'expliquer. Tout simplement, son système de gonflage-dégonflage des pneumatiques, ça marche avec un effet donc pneumatique avec de l'air forcément. Et il a détourné ce système-là vers son moteur pour augmenter l'air qui souffle dans son moteur et donc améliorer la puissance et donc forcément détourner le règlement illégalement. Après, au classement général, Stéphane Peter-Hansel qui est bien parti pour remporter son 10e Dakar. Il a déjà quand même 23 minutes presque sur Nani Roma. On a Gilles De Villiers qui s'est pas trop mal débrouillé depuis jeudi dernier. Il se retrouve 3e sur le podium à 1h11 et à 1h d'avance sur le 4e. Donc il a de grandes chances de terminer sur le podium. Car Olodzik a connu des problèmes et se retrouve maintenant à 6h de Peter Hansel. Exactement. Donc il est plus dans le classement Robbie Gordon, mais de toute façon aujourd'hui il a eu des problèmes. Donc, du coup il va se retrouver très très loin au général et ne pourra pas gagner ce Dakar provisoirement. Voilà, et ça c'est sûr. Donc les Hummers, ils étaient pas loin des favoris au tout début. C'est complètement raté. Alors on a eu Al-Attiyah dans la semaine qui a même déclaré que ça l'intéresserait de faire le Dakar avec des petites voitures comme les amateurs pour voir ce qu'ils endurent et ça peut être pas mal à voir parce que forcément les pilotes, les meilleurs pilotes ont forcément un équipage officiel avec la meilleure voiture. Donc et on a Al-Attiyah, peut-être que ça va commencer un peu à le lasser. Il l'a dit, il veut peut-être un peu changer d'objectif avec une voiture un peu moins performante. En toute façon. Mais bon, après, cette année, il a d'autres choses également. Donc, il a le WRC, il a également les Jeux Olympiques avec le tir. Il est engagé aux Jeux Olympiques. Donc, c'est vrai que c'est assez drôle de voir un pilote se retrouver aux Jeux Olympiques dans... Bah oui, c'est rare. Et donc, on l'entendait dire qu'il espérait la médaille d'or. Après, je pense que... Oui. Je connais pas vraiment son coup, mais je pense que ça va être quand même assez difficile. Voilà, donc les Mini en tête devant. Effectivement, je suis assez déçu pour Lovzik. Il a connu beaucoup de soucis cette semaine, alors qu'il n'était pas mauvais du tout la semaine dernière, quand on s'est quitté. Donc c'est le Polonais. Bon, on reviendra l'an prochain certainement en forme avec cette équipe. Mais oui, Jérôme. Oui, justement, quand même, profitons de Tom Dillman, notre invité.
Le Dakar, est-ce que c'est un truc qui te plairait, qui te tenterait de ton côté? Oh, dans très longtemps, alors, quand je serai proche de la quarantaine, peut-être, mais À la Carlos Sainz. voilà, mais bon, lui, il a fait du rallye, c'est différent. Ouais, c'est un Honnêtement, deal. c'est pas une Ouais, course c'est en fin de carrière. qui m'attire, ou qui m'a attiré, c'est pas Quand tu regardais qui le, m'attire. quand tu regardais le Dakar, ça te faisait, bah, quand tu étais plus petit, ça te faisait pas rêver justement de voir des paysages comme ça, de participer à cette course. Non, c'est sûr, ça fait des belles images. Après, la compétition en elle-même non. Surtout une aventure humaine que très, enfin, c'est plus une aventure humaine que, enfin, pas sportive, mais qu'une concurrence. Voilà, comme c'est on a différent. les circuits. C'est très différent. Et puis surtout, ça a une différence par rapport à d'autres disciplines automobiles. Il y a pas le contact direct et visuel. Si tu veux de l'esprit de compétition, tu vois que tu fais un peu voilà voiture contre voiture pour gagner. Bon, c'est vrai que bon, tu vas dire il y a les essais, il y a les qualifications, etc. Donc c'est vraiment pas du tout le même système. Et puis c'est pas non plus une compétition de vitesse pure non plus. C'est pas le plus rapide, c'est aussi voilà le plus résistant, celui qui gère mieux le parcours, etc. Donc c'est pas exactement la même chose non plus. Mathieu. Voilà, alors on va passer pour le plus grand bonheur d'Olivier au camion pour conclure ce Dakar. Alors, camion, juste une toute petite partie. Ouais, comme je disais la semaine dernière, pour moi le favori c'est De Roy et il l'a confirmé. Parce qu'il a une heure d'avance sur son coéquipier Stacey. Et on a un Kamaz en troisième position, c'est Hardy Vicious. Mais c'est pas un Kamaz officiel, c'est un Kamaz privé. Et donc le Belge, il est toujours sur le podium alors? Et ben le Belge il est en tête. Ah, c'est le Belge qui est en tête. Ah, c'est génial ça. Il est dans le camion de Gérard De Roy, donc pour l'instant le copilote belge serait en passe de gagner le Dakar. Ah, c'est génial ça. Le Belge est en Je pense tête. qu'il va descendre toute la Belgique en camion. Ah bah écoutez, moi je me... S'il gagne... Moi je pense qu'en Belgique ça va devenir un jour férié. Là, n'exagérons pas, on a quand même d'autres sportifs de renommée. Et pourquoi pas, non, mais ça va être une innovation à Bruxelles, hein. Je sais pas quelle est la rue principale ou la place, j'ai pas le nom. Il y a la grande place de Bruxelles, tout simplement. La grande place de Bruxelles. Ça fait penser à un centre commercial à Grenoble. Mais c'est Bruxelles, donc c'est différent. C'est le centre, un centre des chocolatiers du monde entier qui vient à Bruxelles. Oui, il y a les gaufres aussi, il y a le Mannequin Peace, mais on va pas faire d'émission sur Bruxelles quand même. Non, c'est pas notre On passe entre 23h et minuit. Il y a les boules de l'Atonium, c'est vrai, on peut faire un parallélisme, mais... Donc, vive la Belgique, Chris, et on va gagner certainement. Sinon, juste pour les quads, les deux frères Patronelli en tête, les deux Argentins sur Yamaha. Ouais, tranquillement même. Voilà pour la page Dakar. Donc voilà, le Dakar se terminera dimanche prochain, donc ce week-end. Donc logiquement, si tout va bien, Stéphane Peterhansel devrait s'imposer, mais enfin, ne pas trop s'avancer, il peut se passer quelque chose. Mais par contre en moto, je le rappelle, Després et Coma, 2 minutes 22 seulement. C'est très serré, donc le suspense est au rendez-vous. Et si on va se régaler jusqu'à dimanche prochain. Bah jusqu'à dimanche, ouais. Décidément, j'en aurai des choses à fêter ce dimanche, moi. Tu pourras pas, de toute façon personne ne parle de ton anniversaire. En Belgique, les gens ils sont... C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a mon émission de tennis. Il y a des gens qui vont se mutiler. Hein, mais surtout, Jérôme, il y a mon émission de tennis sur RTS à 19h30. Mais il va falloir l'annuler, tu pourras pas. Mais bien tu peux Internet pour que les gens ils dribblent dans les rues. Je pense que sans transition, on va se recentrer sur les sports mécaniques, n'est-ce pas? Non, Jérôme a raison, continue. Non, effectivement, mon cher Chris. Et le programme qui va commencer maintenant s'annonce alléchant. On va parler des sports mécaniques et donc dans quelques instants, on va pas tout de suite peut-être, mais on va parler de la Formule 1. Les sports mécaniques, on parlait de Dakar jusqu'à vous. Oui, voilà. Ici, pardon, mais ici on va se recentrer, on va bientôt parler de Formule 1. Je le dis ça parce que les auditeurs piaffent. Ils veulent qu'on parle de Formule 1. Ne vous inquiétez pas, on va en parler dans quelques minutes. On va en parler même dès maintenant, si vous le voulez bien. C'est la partie actu en bref de ce jeudi 12 janvier, le Motor Show. C'est notre anniversaire, on va quand même parler de F1 parce qu'il faut en parler, toutes les semaines on en parle parce que l'actualité est très riche. On va commencer. Alors j'ai un petit écho dans mon oreillette. Je sais pas, je sais que c'est bien. Ah c'est bon, ça va mieux. Je reprends. Je reprends. Donc quelques actus importantes de la semaine. On commence par l'innovation 2012. Ça y est, ça reste certainement le cas. La jambe cassée, non?
Non, ça va être pour Ils ont installé un DRS sur la jambe de Kubica, il y a une ouverture qui Donc, ça rapport avec Renault. L'innovation 2012, c'est pour Lotus F1 Team. C'est ça. Lotus Renault Grand Prix. Donc, Kubica ne fait plus partie de l'équipe, hein, on rappelle. Voilà, Jérôme, tu as faux. Donc, l'innovation 2012, elle n'a pas encore de nom spécifique. Hein, on aura toujours un terme anglais qui va apparaître dans quelques semaines, mais Masdemper 2. on peut l'appeler comme ça, effectivement. Donc, on va décrire un peu la chose, même si on n'a pas encore eu de plan sous les yeux. Mais bon, de ce qu'on a lu, c'est assez simple à résumer. Bon, je vais essayer de le faire dans un langage de la Christophe Malbranche pour nos auditeurs novices peut-être de la F1. J'espère que vous avez un minimum de connaissances. Lotus F1 Team, donc à l'innovation 2012, c'est un système de contrôle de la voiture au freinage et à l'accélération. Pour la définition simple, hein, en fait, je l'explique au freinage, la voiture se plante à l'avant un peu, ça ne se voit pas trop forcément, mais elle se plante un peu avec le transfert des masses, forcément, c'est de la physique, hein, et donc ce système va essayer d'amortir, d'adoucir ce plantage vers l'avant, si je puis dire, avec un système aux suspensions pour améliorer donc le freinage et la stabilité à l'arrière, si vous me suivez toujours. Donc on aura logiquement moins d'usure des pneumatiques et certainement un aileron qui se plaque mieux au sol au freinage et plus de gains aérodynamiques. Et à ce qui paraît, hein, selon les rumeurs, pour l'instant, ce sera des gains assez importants. Je ne sais pas en termes de chiffrage comment ça peut être, mais ce serait assez important pour l'équipe Lotus F1 Team. De la même manière, à l'accélération, c'est l'inverse. La voiture, quand elle accélère, elle se lève légèrement vers l'avant, donc forcément c'est la même chose. Ce système devrait essayer d'équilibrer la monoplace à l'accélération et logiquement avoir une meilleure motricité peut-être, et dans les courbes certainement avoir un meilleur grip. Donc voilà, messieurs, c'est une innovation qui va faire parler d'elle puisque Ferrari a décidé de la copier, c'est officiel. Elle a dévoilé ses plans à la FIA. Elle attend l'aval de la FIA, mais a commencé déjà à développer son innovation-là. C'est dangereux. Ferrari a demandé l'aval de la FIA, mais Red Bull ne l'a pas demandé, donc ça risque d'être refusé. Une petite boutade de mise de côté. Je crois qu'elle a fait son effet, d'ailleurs, petite boutade. Non, mais surtout, ça confirme ce qu'on prédisait il y a quelques semaines, voire déjà il y a quelques mois, c'est qu'on est vraiment dans une évolution de la Formule 1 depuis 3 ans, où il y a une révolution quelque part, il y a une idée qui est mise en avant, et jusqu'à présent, elle a toujours fonctionné, elle a toujours payé sur la piste. En tout cas, la plupart des innovations spectaculaires ont fonctionné depuis 2009, et donc voilà, c'est un pari qui est pris. On voit que du côté chez Ferrari, on a peut-être retenu les leçons du passé. Ce serait quand même pas de chance que cette fois-ci, en copiant une superbe idée, ça apporte des effets néfastes. Ça voudrait dire que Ferrari a vraiment la guigne. Et pour info, en fait, ce système était validé l'année dernière par la FIA à Lotus, Renault Grand Prix, et elle décide de l'utiliser cette année, certainement après l'avoir étudié en profondeur, et notamment lors des essais à Abu Dhabi en novembre dernier. Donc là, cette fois, elle va l'installer sur sa monoplace, donc logiquement, ça devrait lui porter un gain assez important pour l'équipe. Ça pourrait un peu les aider dans la perte de vitesse de son moteur avec la suppression du soufflage au freinage et dans les diffuseurs. Donc ce serait peut-être une bonne nouvelle pour le Lotus F1 Team. Tom Dinman, qui est toujours avec nous, qu'est-ce que tu penses, toi, de toutes ces... On a eu beaucoup de débats durant l'année précédente, durant l'année 2011, sur ces évolutions qui amènent quand même du spectacle en Formule 1 notamment, qui amènent du spectacle, mais on a un peu peur que la Formule 1, c'est mon cas du moins, devienne un peu un sport gadget si on additionne vraiment tous ces petits gadgets qui améliorent le spectacle. Qu'est-ce que tu penses de ça, des aides au pilotage, Tom? Ah, Tom qui n'est pas... Tom, il est là. Moi, je pense qu'il faut quand même aider les dépassements parce que là, les grands prix n'étaient pas très excitants à voir. Je pense que le DRS sur certains circuits c'était intéressant, sur d'autres c'était un peu trop facile de doubler, donc je pense qu'il faut trouver le bon compromis. Le KERS, c'est quand même, je pense que c'est quand même pas mal de récupérer l'énergie des freins pour avoir plus de puissance, un petit côté écolo, je trouve. Donc non, je vois pas d'inconvénient. Mathieu.
Oui, on va attendre de voir hein, si cette innovation va avoir son effet. Comme on parlait de ce F-Duct avant de Mercedes, pour l'instant on n'a aucune nouvelle depuis ces dernières semaines. Donc pour l'instant ça reste l'innovation numéro 1. Elle était déjà à l'œuvre l'an dernier, Lotus Renault Grand Prix avec les échappements à l'avant, ça n'a pas marché. Bon, espérons que ce nouveau système puisse avoir son effet pour l'équipe anglaise désormais. Autre petite info de Formule 1, elle concerne Pirelli, votre manufacturier de pneumatiques de la saison 2 F1 et bien sûr de GP3 et GP2 aussi. Pirelli va dévoiler le 25 janvier prochain sa nouvelle gamme de pneumatiques à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. Au programme, des pneus plus tendres. Pour les pneus jaunes, les pneus tendres seront un peu plus tendres normalement. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir un écart un peu plus restreint de performance entre les durs et les tendres pour avoir un plus large choix de stratégie possible. Surtout, la chose aussi importante, c'était que les équipes avaient au fil des courses pu s'adapter à ces pneus Pirelli et puis avaient pu travailler dessus, diminuer les nombres d'arrêts par course. Et c'est pour ça que Pirelli relance un peu le challenge pour les équipes pour 2012. Voilà la volonté de Très très bonne idée. Ouais, vas-y Jérôme. Très très bonne idée qu'on change chaque année entre guillemets de gamme de pneus. Effectivement, comme le dit Mathieu dans son speech, c'est tout simplement important que chaque année les équipes aient un nouveau challenge de pneus. On sait que Pirelli peut nous sortir des pneus très différents selon les grands prix, à capacité variable. Et je pense que de relancer à nouveau sur un nouveau facteur inconnu de pneus, on sait que ça donne des débuts de saison assez sympathiques. Donc je pense que ça peut redistribuer quelques cartes à toutes, mais en tout cas, ça peut aider les pilotes, ça peut aider les équipes, c'est plutôt sympathique. Et puis ça remet les compteurs à zéro, justement. Ça garantit, disons, des surprises durant cette saison qui s'annonce encore. Voilà. Il y avait ce côté aléatoire et ce côté un peu chance dans les choix des écuries, et c'est maintenu grâce à ces modifications, si elles sont d'importance, bien sûr. Donc voilà, attendons de voir. Est-ce qu'on aura aussi de nouvelles couleurs peut-être, nouvelles couleurs sur les pneumatiques Pirelli, de un nouveau dessin sur les flancs des. Non mais apparemment ils sont très engueulés. Hein. C'est Jacques Lafitte qui l'avait dit, je crois. Je sais pas. En tout cas, un peu plus carré. Voilà, c'est un peu plus carré par contre. Non, par contre, le pneu arrière aura un plus large bande de roulement aussi, donc ils seront un peu plus larges, les pneus arrière, pour améliorer, pour un peu compenser la perte de charge aéro grâce à ce diffuseur. Sur le chat, une petite info, effectivement, EG, notre ami, nous dit que la Sauber 31 sera présentée le 6 février matin à Jerez, la veille du début des essais. Tu pouvais dire RS, c'était bon aussi. Ah, j'ai choisi mon accent. Jerez de la Frontera, je sais pas si c'est bien, je ne parle pas espagnol, mais en tout cas, c'est bien. Je pense avoir fait un bel accent. Voilà pour Sauber qui présentera sa voiture le 6 février prochain. Et puis, en parlant d'infos données par les chatters, une information sur laquelle que tu n'as pas mis dans le sommaire de l'émission, donc je me permets de la donner moi-même, c'est apparemment selon Simon, et selon d'ailleurs de nombreux sites d'information, la Ferrari 2012 aurait échoué à la première salle de crash test. Bon, rien de grave, parce que ça arrive à toutes les équipes, c'est même arrivé, il me semble, pour les voitures championnes du monde, la Renault 2005 par exemple. Donc, mais en tout cas, c'est une information aussi gagnée, et c'est un Ferrari, pourtant réputé très bonne concepteur de voiture, a loupé sa première salle de crash test. Oui, alors j'ai lu que c'était il y a 2 semaines, c'est ça, il me semble. Alors, attention. Daniel, je trouve que tu l'as marqué quelque part, j'ai lu ça. Oui, c'était fin décembre qu'ils l'ont passé, et que d'ailleurs ils n'en ont même pas parlé au Vroom qui a lieu ce week-end, enfin qui a lieu cette semaine. Et donc voilà, mais je pense que Ferrari, vu qu'ils veulent jouer le titre l'année prochaine, comme pour toutes les écuries, et je pense qu'ils ont voulu peut-être essayer de faire une voiture très légère, et moi ça m'inquiète pas du tout, au contraire, ça sent bon. Ouais, c'est souvent bon signe hein, quand on prend la banque de 2009, le crash test n'a pas passé. Et puis on sait ce qui s'est passé après, durant la saison. Hein, donc c'est pareil pour le Renault R25. Hein. C'est souvent bon signe. Et voilà, donc, et tu l'as dit, Jérôme, en 2005, moi aussi, j'avais ce souvenir-là, Renault l'avait raté aussi une première fois.
Et ensuite, ils ont retravaillé dessus et ça a marché. Et Ferrari, là, vont ajouter des plaques de carbone pour renforcer. De verglas pour pas que Kubica s'approche et pour que Massa garde son volant en 2013. Ok, des plaques de carbone pour renforcer la coque de la monoplace. Voilà pour Ferrari. Oui, Jérôme, on y reviendra pour Ferrari si vous le voulez bien, mais pour l'info que Jérôme attend depuis très longtemps, la grosse info, petite description pour nos amis, pour nous tous. Ils nous écoutent très bien. Robert Kubica, effectivement, s'est reblessé hier sur une chute sur du verglas. Ça a réouvert sa fracture de la jambe droite. Le bilan, 1 mois d'immobilisation en plus et forcément un retard dans sa rééducation. Coup dur pour Robert, qui avait quitté le docteur... C'est Robert une fracture en plus. Ouais, oui, ça c'est encore plus compliqué. Et donc pour info, on peut se rappeler que Robert Kubica avait quitté Riccardo Ciccarelli, un des plus grands médecins du sport automobile. D'ailleurs, ça en parle beaucoup sur le chat actuellement. Bah tant mieux. C'est bien. Donc, je disais, il a été Riccardo Ciccarelli, Robert Kubica, parce qu'il était en désaccord au niveau du programme de rééducation. Robert Kubica était un peu impatient, forcément. Bon là, c'est un sérieux coup dur pour lui. Bon bah, ce qui est sûr, c'est qu'il va mettre un terme à la saison 2012. Il devait faire des essais au printemps prochain. Ça soit printemps prochain. Ça semble, c'est encore plus compliqué pour lui, donc on va encore attendre. Quoi, 1 ou 2 mois avant maximum. Oui, mais bon, ça va encore s'accumuler un retard, malheureusement, pour lui. C'est dommage. Et d'ici nous, on pourra dans un baquet. On verra. Mais c'est pour Robert, on l'attendait vraiment. Paris Polonais, sachant que ça fait bientôt un mois, dans moins d'un mois, ça fait un mois qu'il s'était fracturé son accident de rallye le 6 février 2011. Tout à fait, oui. On s'en souvient bien. Tout à fait. Ah oui, ça avait fait 1 an que crie karma avec une belle. Oui, comme je t'explique et tous les auditeurs, on avait évoqué donc en février, donc c'était je pense le 3 février ou le 4 février, on avait évoqué la saison, c'était l'année passée, donc on avait évoqué la saison de Formule 1, et j'avais dit, vous verrez, Robert Kubica va faire une bonne saison sauf blessure, et 2 jours après, il y a eu ce crash. Depuis lors, bon, je me fais régulièrement charrier. Oui. Voilà, donc on a la bande son, on peut la repasser un jour. Hein, on la repassera. C'est mon réveil le matin. Tu as sur tes 9 réveils, Jean. Ouais. Donc, autre info, c'est cette alternance pour la France et la Belgique qui se fait de plus en plus précise dans cette semaine. Alors, c'est une bonne nouvelle, tout d'abord, pour la France. D'un côté, la France, avec son gouvernement, le Premier ministre devrait signer le contrat, ils sont prêts. Donc, toute première station devrait avoir un Grand Prix de France en 2013 de Castellet. Mais il y a des révoltes pacifiques, hein, heureusement, dans la presse et sur Internet cette semaine, tout simplement pour préserver la Belgique. Parce que tout d'abord, sur l'oiseau bleu, dont Jérôme est friand, nous avons Marc Cauder qui a réagi sèchement à cette décision. Il a dit que c'était une idée merdique, si je puis employer le terme, hein, de faire l'alternance. Et Paul Embery, le directeur de Pirelli, a retweeté son post, si on peut employer le vocabulaire de ce site. Il a fait un RT. Un RT, voilà, il a confirmé. Après, du coup, c'est en TT. Il a fait un FF. Voilà, plus comparé en BM. Non, mais ce que peut dire aussi, c'est que Mark Webber est un des plus prolixes parmi les pilotes. Il ouvre régulièrement le clapet pour dire ce qu'il pense. Donc, et c'est vrai que d'ailleurs, au niveau belge, c'est pas si sûr que ça, bien que ça prenne le chemin. Il y a des vraies divergences. Même le dossier est arrivé sur un terrain politique, donc où certains disent on est en train de tuer le Grand Prix de Formule 1 de Belgique de Spa-Francorchamps. Et c'est vrai qu'effectivement, beaucoup en Belgique regrettaient la véritable connerie, mais surtout. Parce que beaucoup en Belgique ne craignent pas spécialement l'alternance, ils craignent que dès que l'alternance sera faite, la France ayant un poids politique beaucoup plus important que la Belgique, la France dise bon, au bout d'un moment, c'est bien l'alternance, mais nous on veut notre Grand Prix chaque année. Et à ce moment-là, évidemment, c'est qui trinquerait? C'est qui Spa-Francorchamps. Sinon, on peut s'arranger, on annexe la Belgique, et comme ça, on a un Grand Prix de France à Spa. Ce serait quand même malheureux que le plus beau circuit européen disparaisse peut-être peut-être le plus beau circuit. Diman, avis de fan et avis de pilote. Que penses-tu de cette alternance? Je pense que c'est bien pour la France.
d'avoir son Grand Prix, mais bon, le Paul Ricard, c'est pas un circuit très excitant à regarder ni à rouler par rapport à Spa. Donc, c'est sûr que de rater Spa, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est bien pour la France. Des voix se font entendre cette semaine en France pour supprimer le Grand Prix d'Europe. Puisque de toute façon, il a été Grand Prix d'Europe depuis 10 ans, et c'était soit en Allemagne, soit en Espagne. Or, ces deux pays possèdent un Grand Prix déjà. Et oui, donc pour cette alternance, nous avons par exemple les communes proches de Spa qui réalisent à chaque fois d'importants chiffres d'affaires grâce à ce Grand Prix, seraient en perte de vitesse conséquente, perdant plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est quand même beaucoup, mais même en plus général, c'est tous les fans de F1 qui se mobilisent, hein, c'est sûr, parce que on ne veut pas perdre ce Grand Prix de Belgique, et une sorte de lobby, une sorte de lobby qui est en train de se faire, je pense, mais voilà, beaucoup de gens manifestent leur mécontentement sur cette décision, alors que, bon, un petit mot français, beaucoup de Français étaient très contents de retrouver un Grand Prix après 3 pilotes, et là, ils sont en train de changer d'avis, ça c'est notre habitude habituelle. Non, c'est pas vraiment ça. Mentalité. Disons que beaucoup de Français ne changeront pas d'avis. Ils seront surtout d'abord contents, un peu déçus pour Spa, mais contents d'avoir leur Grand Prix. Mais ils veulent une autre solution, la majorité des Français amateurs de sport automobile. Voilà, bon, ils avaient Manicourt, mais bon, Manicourt, on sait personne n'en veut en Formule 1, donc ça va être compliqué à gérer cette situation-là. On a Patrick Tambay qui avait créé une page spécialement pour le soutien à un retour au Grand Prix de France. Ça marchait bien, mais là, voilà, on commence à voir, il y a une perte de vitesse dans ce mouvement, et la Belgique serait déjà en train de manquer déjà en 2006, on ne l'avait pas eu, alors ça a été un sacré coup dur, mais bon, il fallait faire quelques changements au niveau du circuit, mais là, ça devient plus sérieux. C'est sûr que c'est au niveau sportif que ça se joue. Alors en 2006, c'était par rapport à la publicité sur le tabac qui était interdite, la législation qui avait évolué. Alors les faits, il faut dire 2 faits importants quand même. C'est que le ministre wallon chargé de ce dossier a dit « ce n'est pas certain, puisque le contrat d'aval était daté jusqu'au 31 décembre de l'année passée 2011. Donc il y a possibilité désormais légalement de changer d'avis. Et surtout, il y a un clivage qui s'opère dans la majorité politique. Entre les deux partis qui gouvernent, justement, il y a des divergences, ce qui fait que le dossier est assez explosif, donc rien n'est encore fait, même s'il faut quand même dire que ça en prend quand même encore le chemin. Et voilà, donc si cela se fait, donc 1er septembre 2013, Grand Prix de France au Castellet, il devrait y avoir, ce serait pour 70 000 spectateurs, 70 000 places sur le Castellet, donc avec les tribunes déjà assises, ça fait pas beaucoup par contre, et puis ils comptent sur tout le talus autour de la longue courbe du Mistral, avant la ligne droite, donc 70 000. Je pense qu'ils feront quand même des tribunes en plus, hein, parce qu'il y a que 2 tribunes, il n'y a rien en tribune. C'est clair, il y a rien. C'est un circuit de test privé, donc forcément il y a beaucoup de choses à adapter. On l'avait déjà dit ces dernières semaines. Messieurs, avant de conclure sur la F1, on va saluer notre invité de ce soir qui va nous quitter, mais bon, on espère le revoir dans les prochaines semaines. Au pire, le revoir déjà à Monaco. Au volant d'une GP2 déjà. Au volant d'une GP2, qui est une superbe saison. Donc, Tom, on va te souhaiter une bonne soirée tout d'abord. Merci de cette visite et à très bientôt. Tu reviens quand tu veux chez nous, tu es bienvenu. C'est la grande famille du Motor Show qui s'agrandit une nouvelle fois et on était donc très ravis de t'avoir avec nous, Tom. Il faut que tu le saches. Merci pour l'invitation, c'était sympa et à très bientôt. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année justement, Tom? D'avoir un volant en GP2. Voilà. Dans une bonne équipe si possible. Voilà, bon, donc on conclura. On se donne rendez-vous à Monaco alors. De toute façon, on suivra ton évolution. Monaco, c'est pas Monza, je te suis. De toute façon, Mathieu, on suivra son évolution, puisque bon, je pensais qu'on en parlerait peut-être plus longuement de son futur, mais de toute façon, on aura encore l'occasion de suivre attentivement son parcours. On croise les doigts pour toi et on te dit le mot magique qui commence par un M. Merci. Donc voilà, merci Tom, et bonsoir à toi et à très bientôt. Au revoir. Merci Tom. Et on va poursuivre, il reste une demi-heure, chers auditeurs, on va parler encore de F1 et de WRC, c'est le grand retour du rallye WRC, le Monte Carlo aussi qui est aussi un grand retour.
Et on va en parler tout à l'heure. Est-ce que, messieurs, vous avez tout d'abord des dernières infos en Formule 1 à nous faire parvenir? Ah bah surtout la blessure de Robert Kubica, je suppose que Jérôme, tu allais l'évoquer. On l'a pas dit. On en a parlé il y a juste 5 minutes. Ah, on en a parlé il y a 5 minutes. Bah, j'étais sur le chat à ce moment-là. C'est pas de chance. La seule info dont je n'ai pas. Alors Jérôme, il a une info plus pertinente à nous faire partager. Oui, sinon il y a le Comité international olympique qui a reconnu la Fédération internationale de l'automobile. Désormais, la FIA, rien, mais c'est important, désormais la FIA fait partie du CIO. Voilà, là, on n'aura pas de Grand Prix de fin au... Pas encore. Ça serait énorme. Grand Prix de Londres. Bon, peut-être Moi, j'ai un pilote qui s'avance un peu trop pour cette saison. Il s'agit de Massa. Oui. Et personnellement, pour battre Alonso. Exactement. Je voudrais bien voir. Eh ben, vous serez très surpris. Je peux pas en dire plus. Effectivement, les Vroom 2012 ont eu lieu cette semaine à Madonna di Campiglio. C'est le traditionnel rendez-vous de rentrée de la Scuderia Ferrari et de Ducati en MotoGP. Valentino Rossi, Nick Hayden. Donc c'est l'occasion de les revoir en forme dans la neige. Et effectivement, on a eu Et Alonso a changé de look encore d'ailleurs. L'année dernière, il avait le look de D'Artagnan, et là, cette année, c'est le match à la Justin Bieber. Ouais. Me surprendra toujours. Il a beaucoup de cheveux, effectivement, et il peut faire plein de cheveux, des chignons ou des tresses, s'il a envie. Voilà, donc on va rentrer pour Ferrari et Ducati. C'est l'occasion pour eux de faire quelques loisirs dans des petites voitures bien sympathiques, hein, des petites Ferrari de route. En tout cas, ils nous font les conférences de presse de rentrée. Et ils sont tous motivés, tous optimistes, mais ils sont assez prudents forcément, puisque ça n'a pas encore commencé. En tout cas, Ferrari se tourne vers une voiture très très agressive. Et à ce qui paraît, la voiture serait laide au niveau du design. Mais bon, tant qu'elle avance, hein, pour eux, c'est d'ailleurs la phase de Calimontimento anglophone. Oui, mais si elle est moche, qu'elle est rapide, on ne verra pas. Elle sera tellement rapide. Et oui, c'est ça. Hein. Et donc, on va bien voir ce qu'ils vont concocter. Si seulement Eva Jolie pouvait être rapide. On commence pas comme ça. Comme excuse-moi. Je veux dire rapide. Oui, Michel. Ouais, comme j'ai dit avant avec toi, Mathieu, avant l'émission, j'espère qu'elle sera pas aussi moche que la 29, parce que déjà la 29 était moche, et même ce qui s'est passé l'année-là, j'espère que ce sera pas le cas pour la Ferrari de cette année. On l'espère tous, hein, et ça c'est sûr. Mais bon. Enfin, les fans de Vettel l'espèrent pas trop, je pense. On l'espère pour la Formule 1, je dis, hein, pour tout le monde, pour Ferrari qui est une marque légendaire, et ils ont des bons pilotes, mais bon, forcément, Red Bull, Vettel, McLaren, sont de très bonnes équipes aussi, hein, je dis pas le contraire. Je me suis bien rattrapé. donc voilà, pour Ferrari, bonne chance à eux, bonne chance aux autres aussi, on en saura plus début février. Petite info pour toi, Damien, Karun Chandler se tourne. Qu'est-ce qui te fait, Karun? En 2012, il sera dans le World Endurance Championship, le nouveau championnat de la FIA d'endurance, avec une équipe JRM. En LMP1, il fera notamment dans les 24 heures du Mans et 12 heures de Sebring, compagnie de Karun Chandler quitte la Formule 1. Donc, espérons qu'il puisse gagner et briller en endurance. Chandler qui avait une influence assez particulière dans sa famille. Oui, son père notamment, qui a été l'instigateur de ce Grand Prix d'Inde 2011, l'arrivée de F1 en Inde. Et pour info, justement, l'Inde s'apprête à construire un 3e circuit déjà dans son pays. L'essor est important. Hein. C'est logique, hein, l'Inde qui va être le pays le plus peuplé du monde dans à peu près 15 à 20 ans. Et en 2050, il y aura plus de 1,6 milliard habitants en Inde, rendez-vous compte. On va être petits, nous, on va être petits. Ils vont nous manger, ces Indiens. Et oui. Et dernière info sur le chat, notre ami Mathieu B, le dessinateur, et avec un talent incommensurable, nous a dit, c'est vrai, effectivement, Guersuari avait refusé le poste de 3e pilote Red Bull, et c'est Buemi qui a pris sa place. Guersuari, il a dit que c'est une question de fierté, forcément, hein, c'est un espagnol, donc il devrait faire un poste de 3e pilote pour venir chez McLaren Mercedes.
il aimerait bien, en tout cas, mais ce serait peut-être pas trop, ça serait sa dernière solution. Voilà, messieurs. Est-ce qu'il y a quelque chose, un dernier mot à rajouter? On n'a pas beaucoup parlé de McLaren tout à l'heure. Et Damien m'a demandé tout à l'heure, il m'a posé une question, il m'a dit à qui je souhaite une bonne saison, sauf blessure, bien sûr. Donc, comme on n'a pas beaucoup parlé de McLaren, je vais souhaiter une bonne saison, sauf blessure à Lewis Hamilton. Moi, je vais souhaiter une bonne saison, sauf blessure, à la personne qui fait les costumes des pilotes McLaren Mercedes. J'en peux plus. J'en peux plus. Les photos de Lewis Hamilton pour GQ, on dirait un acteur porno des années 80. C'est juste horrible. Oui, c'est vrai. Jérôme, tu parlais de quoi? Des combinaisons? Des combinaisons Hugo Boss de McLaren, j'en peux plus. Ah, mais je pense que c'était juste la saison dernière par rapport aux 30 ans, je crois, du Boss. Donc cette année, ils auront toujours la même combinaison grise. Alors voilà, je pense qu'on a fait tout sur ces infos importantes de la Formule 1, très 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 importants. À Bahreïn, rien ne va, mais il réembauche en fait l'employé. Et si, juste, je sais pas si elle a été dite, cette information-là, Alguersuari qui a refusé le poste de... Oui, on l'a dit. C'est un jour sans fin, cette émission. Ouais. Donc, nous sommes comme des mains, bon, personne. Non, mais je me suis perdu pendant 5 minutes, c'est pour ça. Allez, c'est la première émission du Motor Show ce soir. Yannick est avec nous. Oui. La prochaine fois, apporte un GPS, t'es perdu. Hein. Allez, bon, on a fait le tour sur la Formule 1. Pas pour conclure, Valence et Barcelone veulent revoir leur contrat avec en Espagne. À la baisse, en Espagne bien sûr. À la baisse, Aimé ne veut pas d'alternance. Ça, c'est une principale information. L'Espagne veut ses 2 Grands Prix, mais ça va être compliqué pour le contrat qui coûte très très cher. Il ne cesse d'augmenter chaque année. Surtout, Mathieu, dans quelques années, ça va être un leurre de... Je dis pas ça parce que c'est un choix, hein, ou parce que c'est une volonté plutôt, mais dans quelques années, ça va être compliqué. On va restreindre vraiment les Grands Prix en Europe. On va avoir un régime très très sec, nous, les fans européens de Formule 1. Donc ce sera vraiment impensable d'imaginer qu'il y a un pays qui ait 2 Grands Prix alors qu'on va évincer beaucoup d'autres pays. Donc malheureusement pour eux, ils se leurrent complètement. On rappelle, Austin va arriver, New York va arriver, la Russie va arriver, le Mexique peut-être, ça fait beaucoup, donc il faudra de la place pour tout le monde. Allez messieurs, on passe à la dernière partie de l'émission, c'est un moment unique. On a la chance de parler ce soir dans l'émission, puisque l'an dernier, on ne pouvait pas en parler, WTCC. Pas au calendrier. Le WRC, messieurs, le rallye, champion du monde des rallyes, le grand retour, le comeback depuis 3 ans du rallye de Monte Carlo, mythique rallye, ce sera ce week-end, la semaine prochaine, la 80e édition de ce mythique rallye. Tous les plus grands se sont imposés, un rallye qui se court sur plusieurs jours, de mardi 17 janvier à dimanche 22 janvier, ça fait très long, beaucoup de courses mythiques, hein, les spéciales, on les connaît tous. C'est presque un Dakar à ce rythme-là. C'est ça, en 6 jours. Messieurs, le rallye de Monte Carlo, qu'est-ce que ça vous évoque? Le premier rallye que j'ai vu dans ma vie. Forcément. Simplement. Ça évoque... Je sais plus à quelle année, c'était la première victoire de Sébastien Loeb en rallye d'ailleurs. C'était mémorable. 2002-2003, je crois. Mémorable. On était dans le col de la Turbie. Franchement, c'est top. Bon, ça rappelle également, il y a souvent de la neige lors de ce rallye-là. On se souvient également du col du Turini qui se passe de nuit. Je pense que c'est les spectateurs qui sont là-bas, ça va être un endroit extraordinaire pour voir le rallye. Et ça rappelle moi ça me rappelle 2 choses. Ça rappelle le côté mythique parce que nous on est de la génération fin des années 80, début des années 90, à peu près tous, j'ai bien dit. Donc pardon. Sauf un notamment. Donc pour nous ça nous rappelle évidemment le début du WRC. C'est la magie d'attente du WRC qui se concrétisait là-bas. Et puis je suppose que ça va aussi rappeler pour beaucoup d'entre nous. C'est le rallye auquel on a le plus joué dans les jeux vidéo parce que c'est le rallye qui commençait les jeux vidéo. Donc moi j'ai eu l'occasion maintes et maintes fois de remporter ce rallye. Donc c'est le rallye auquel j'ai le plus joué sur les jeux vidéo. Je crois que
on est quelques-uns à aimer les sports mécaniques et à partager ce point commun, je suppose. Oui, bah, ça c'est la première manche de la saison, forcément, le Monte Carlo mythique rallye qui n'est pas en France, mais qui passe en France quand même. Le départ, on part de Drôme, département 26, Valence, en Rhône-Alpes, Nous allons faire totalement l'Ardèche, la Haute-Loire, on va descendre jusqu'aux Alpes-Maritimes et Monaco pour terminer. Donc c'est toujours assez spécial, hein, beaucoup de départements traversés sur une longue période. Et pour terminer, alors j'ai pas en tête, mais normalement ça va se terminer sur le circuit de F1, a priori. Ah oui. Comme ça a été le cas toutes les dernières années, avec la victoire de Hirvonen l'an dernier en IRC. Donc logiquement, ça va se terminer sur le circuit de F1 on aura l'honneur de fouler en mai prochain, mais en WRC. Voilà, la principale information avant de revenir sur le rallye du Monte Carlo, c'était le promoteur et diffuseur de la discipline North One Group. C'est celui qui est le responsable médiatique de la discipline et s'est retiré tout simplement. La FIA a cassé son contrat puisqu'elle n'allait pas apporter les garanties nécessaires pour poursuivre cette collaboration et surtout à cause de son directeur Vladimir Antonov qui a été arrêté par la justice pour malversation financière. Donc c'est mal vu, forcément. Il y a eu une séparation brutale il y a quelques jours seulement et on est en pleine urgence maintenant pour retrouver un repreneur. Heureusement, Eurosport Events, qui détient donc la chaîne Eurosport notamment, serait en passe de racheter les droits. On n'a pas plus d'informations pour ça. C'est pas encore officiel. Ça va être dans pas longtemps, avant le début de ce rallye. Donc Eurosport Events devrait racheter les droits et pourquoi pas diffuser le rallye sur la chaîne Eurosport, mais ça sera forcément pas toutes les spéciales, ça va être assez compliqué à mettre en place, mais on a presque une certitude qu'on aura un Power Stage le dimanche, donc dans les rues de Monaco, si je puis dire, le dimanche, donc pour clôturer ce rallye. Donc, messieurs, si on m'entend bien, j'espère. Oui, tout à fait. On t'entend Voilà. parfaitement. On nous demande sur le chat des quiz, mais on n'a pas de quiz. On en je fait de peux temps pas en trouver, temps, mais donc, on en fera dans les prochaines semaines. On trouvera une date, vous inquiétez pas. Ils sont joueurs, ces auditeurs. Hein, Toujours. Est-ce que je propose à la limite que les auditeurs pourraient, un syndicat d'auditeurs qui se réunirait sur le Facebook de l'émission, et pourrait nous faire un quiz qui nous ferait en direct, un auditeur, un représentant du syndicat, un syndicaliste viendrait donc en live sur notre chat à nous poser des questions et on choisirait comme ça de manière impartiale le best du best du matin. Pourquoi pas, il faut les mettre un peu à l'épreuve, hein, ces auditeurs, parce qu'ils font que nous écouter. C'est trop simple, de nous écouter. Non, ils ne font pas que nous écouter, ils réagissent sur le chat, ils nous débattent entre eux, nous donnent des idées de débat, nous donnent des idées de phrases, de questions. Il faut chouchou. Tout à fait. Oui, tu as raison. Et donc on parlait d'Eurosport. On les attendra avec impatience. Exactement, Eurosport et Sky en Angleterre aussi. Sky, la chaîne de télévision qui sponsorise une équipe cycliste, Mathieu. Et l'équipe cycliste, ça c'est pour mardi prochain. T'as vu ça un peu cet enchaînement. Non, c'est une bonne nouvelle en tout cas si Eurosport reprend ça, parce que Eurosport est la meilleure chaîne qui puisse donner, on va dire, en tout cas en Europe, donner une image du rallye. De toute façon, Eurosport c'est déjà l'IRC, donc ça serait également le WRC, une remise complète donc d'Eurosport sur les sports, on va dire quasiment sur le sport automobile, en tout cas avec les deux grosses disciplines de rallye que sont l'IRC et le WRC. Donc on voit qu'en IRC en général, les retransmissions de Eurosport pourtant sur une discipline qui n'est pas du tout populaire n'est pas dégueulasse. Donc je pense que sur du WRC, on peut s'attendre quand même à une qualité de transmission qui serait assez sympathique si Eurosport joue. On rappelle que Eurosport détient les droits de diffusion de l'IRC, le concurrent du WRC, et de ce WTCC que j'aurais la Porsche Cup également, mais voilà pour ces deux. GP3, GP2, Formule 1. Voilà, et donc la FIA avec le WTCC et le WRC maintenant, ce sera assez important. Donc, voilà, surtout pour les. D'ici peu qu'Eurosport fait d'ailleurs, ce qui ne m'étonne pas à terme, pourquoi pas une chaîne de télé dédiée au sport mécanique. Ce serait notre rêve. Il commence quand même, Eurosport commence à avoir une offre de sport mécanique
de plus en plus large, je trouve. D'ailleurs, le week-end, en général, maintenant, il n'y a plus que du sport mécanique sur Europe. Et de toute façon, il existe quand même, heureusement, des chaînes de sport mécanique. Oui, mais je trouve qu'en sport, c'est en train de tout rafler petit à petit. C'est un moteur télé avec notre ami Laurent Fodandolé que nous Quand TF1 nous disent qu'ils ne sont plus intéressés par la Formule 1, je pense que quand on voit ce que leur chaîne numéro 2 fait, ce n'est pas cohérent avec ce qu'ils annoncent dans les médias. Bah oui, souvent TF1 détient Eurosport, donc TF1 gère donc les programmes d'Eurosport et forcément ça les arrange, ils y mettent sur Eurosport 2 aussi, pour faire de la place sur TF1, pour mettre TF1 sur des séries complètement minables. Non, je pense que ce que je voulais dire, c'est que justement TF1 veut se disent vouloir se séparer du pouvoir de S'ils voulaient faire ça, ils n'achèteraient pas autant de droits que ça en sport auto, puisque quand même TF1 est la vitrine d'Eurosport, donc il n'y a aucune raison pour l'instant, je trouve, qu'ils ne sont pas cohérents et que ça continuera à la fin sur TF1. Donc on est complètement dans le sujet, pardon. Non, mais de toute façon, on parle d'Eurosport pour le diffuseur. Donc pour les fans de sport mécanique, c'est vraiment une chose importante, parce que sinon c'était sur Orange Sport et c'est encore plus compliqué de l'avoir, cette chaîne. Donc voilà, on peut pouvoir espérer avoir une plus large diffusion de WRC, qui est quand même une discipline assez importante et historique des sports mécaniques. Donc ça, on l'espère vraiment, pouvoir le suivre sur Eurosport, je rappelle, soit sur le câble satellite, ou sur le site internet Eurosport Player, ça coûte pas très cher en plus, on peut en profiter, et franchement, ce serait bien de pouvoir voir le WRC de plus près, et sur des longues, au moins des résumés assez longs, assez complets, pour pouvoir être mieux informé. Voilà pour cette partie marketing. Revenons aux sportifs, si vous le voulez bien. Tout d'abord, une petite info chez Citroën, on a changé de directeur, c'est Olivier Quesnel qui a cédé sa place à Yves Maton, tout simplement. Quesnel a été un peu pointé du doigt sur sa gestion entre Loeb et Ogier. Donc Yves Maton va prendre les commandes et normalement Quesnel devrait rester chez Peugeot en endurance, au moins, pour cela. Olivier, oui. Non, je vais revenir sur le palmarès du Rallye de Monaco sur ces dernières années, surtout avec la période de Sébastien Loeb. Donc, il a remporté le Rallye de Monte-Carlo en 2003, 2004, 2005, 2007 et 2008. Et donc en 2006, c'est Marcus Grenoble qui l'a emporté, car Loeb était sorti, je crois, dès le premier jour, le vendredi. Il avait perdu un certain nombre de minutes et il n'avait pas pu rattraper Grenoble, il avait fini deuxième. Et en 2002, il avait gagné le rallye de Monte-Carlo et malheureusement, il l'avait perdu sur tapis vert. Il avait été disqualifié, je crois, pour retour au confort. Donc, et c'était Tommy McKinnon. Ouais, et donc, on peut s'attendre quand même que Sébastien Loeb soit aux avant-postes encore cette année au Monte-Carlo. Et le dernier vainqueur du rallye de Monte-Carlo, toute catégorie confondue, ça. En dernier, oui, en hier. Ryan Bouchier. Sûr. Peugeot 207 S2000. Merci Wikipédia, je crois. Comme ça, et quel est son co-pilote? Xavier Panzer. Quel est le premier vainqueur de ce... Henri Rogier sur une Tour Camry, 22 HP, c'est en 1911. Quel talent. Il avait pas de copilote. Non. Quel talent, Jérôme, tu me surprends. Donc les Français sont à l'honneur, hein, la nation. En 1926, c'est monsieur Honorable Victor Bruce avec 2 copilotes. Mylène Marie et son épouse Esther Petre. Et Mini a aussi remporté le rallye de Monaco, je crois, si je dis pas de bêtises. Mini. Je regarde ça et je te dis que oui, une Mini Cooper en 1965 et en 64. Ça monte, hein. Et en 67. Et en 67, oui. Ah, donc il y a de fortes chances qu'il remporte le rallye. Ben, justement, Michel, on va faire la liste des engagés principaux. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, après ce palmarès très éloquent au niveau des champions, on va parler des engagés officiels tout d'abord, avec le championnat WRC. Numéro 1, Sébastien Loeb avec son nouveau coéquipier, Sébastien Loeb et Daniel Elena, avec les coéquipiers Mikko Hirvonen, donc on l'a dit, qui est venu de Ford de l'an dernier, Mikko Hirvonen avec Jarmo Lehtinen, son fidèle coéquipier, son copilote,
Donc voilà l'armada de l'équipe titulaire et officielle Citroën, le Hirvonen. L'équipe Ford maintenant, composée de Jari-Matti Latvala et son copilote Mika Anttila et Peter Solberg, le Norvégien, avec Chris Patterson. De retour enfin dans une équipe officielle, il le mérite. Voilà, bon, on l'avait un peu souligné à plusieurs reprises l'année dernière. Solberg pourra peut-être se battre pour le titre cette année, ce sera une bonne nouvelle. L'équipe M-Sport de Wilson, avec une voiture Ford, Odd Tanak, un Estonien, avec Kudlar Sik. Odd Tanak, c'est un très jeune pilote. Evgeny Novikov, le Bulgare, avec Denis Giraudet. Evgeny Novikov, le Bulgare, avec son copilote un Français, Denis Giraudet. À moins qu'il est bulgare aussi, Denis Giraudet, mais bon, de son nom, je ne pense pas. Après, un retour, François Delecourt, un vainqueur, il y a très longtemps. En quelle année, messieurs, François Delecourt? 97. Il y a trop longtemps. En 94. Victoire de France. Avec Daniel Gratalou. Exactement. C'est une Ford Escort. François Delecourt qui aura pour copilote cette fois Dominique Savignani. Mais ce sont des grands hommes, hein, certainement, des grands pilotes, des pilotes. Des grands noms de la discipline. François Delecourt, donc la troisième M-Sport de Monsieur Wilson. C'est Malcolm, c'est Justin, ou c'est il y a tellement de Wilson, je trouve que c'est Matthew Wilson, voilà. C'est Matthew Wilson, voilà, merci. Donc voilà, Matthew Wilson. Non. C'est Matthew le pilote. Non, mais non, je dis le patron de l'équipe M-Sport. Comment il s'appelle? C'est Wilson et son prénom. Ah, c'est le père de Matthew Wilson. C'est Malcolm Wilson. Oui, c'est Malcolm, comme la série. Oui, c'est le patron. Voilà, Malcolm, pardon. Excusez-nous. Malcolm Wilson, le directeur de M-Sport Ford, donc avec Tanak, Novikov et Delecourt. Matthew Wilson, un autre pilote qui sera dans son équipe privée, il sera tout seul, forcément. Donc ça ferait Ils sont tous seuls. avec Scott. Pas de mécano, il n'y a personne. D'autres noms assez connus, Henning Solberg, le frère de Peter Solberg. C'est pas le frère de Hirvonen? Avec Ilka Minor, si tu veux. Un portugais, Armindo Aroro, avec la Mini Cooper. Il est assez connu parce qu'il est en PWRC. Sinon, nous avons Martin Prokop, qui est en IRC. Et on arrive chez les deux mini titulaires, Dani Sordo, espagnol, auteur du podium lors du rallye de l'an dernier en France. Oui. Monsieur, il faut suivre. Tout à fait. Voilà, donc Dani Sordo, c'est derrière Rougier. Dani Sordo, ensuite son coéquipier. Ce n'est pas Chris Maker, contre toute attente, ce sera Pierre Campana, un Français de l'IRC, qui a brillé l'an dernier. Pierre Campana, j'essaye de le joindre pour l'inviter une fois dans l'émission. On va essayer de le choper, j'espère que ça sera possible. C'est un jeune Français assez prometteur. Donc à surveiller. Pardon. Et à noter, avec la voiture numéro 86, Bruno Ribéry, coéquipier Ola Bourbet Florian, sur une Peugeot 207. C'est pas le frère de Franck? Cédric Piété aussi, Cédric Piété très important, avec Cédric Amoros, sur une Renault Twingo. Donc, voyons, je continue. Nous avons Peter Van Merstein, qui avait une Citroën DS3 l'an dernier, qui l'aura toujours. Il est assez connu. Et alors, Chris, si tu es toujours là, un jeune Belge, Thierry Neuville, un très très bon, en 2011, en IRC, effectuera ses premiers pas avec l'écurie, la seconde écurie de Citroën cette année. Thierry Neuville, un Belge, à surveiller. Très talentueux, et qui a fait une super saison, comme tu l'as dit, et qui a été élu pilote automobile belge de l'année devant un certain Jérôme D'Ambrosio. Qui? Olivier, tu veux dire? Rien du tout. D'accord, bon, ça tombe bien. Et nous allons continuer les noms connus. Sébastien Ogier, forcément, avec la Skoda Fabia S2000, concoctée par Volkswagen. Ce sera le cas pour toute la saison, pour le Français, pour se mettre en route, forcément. Ça va être compliqué de rivaliser avec les WRC, puisqu'il disposera donc d'une voiture un peu du règlement inférieur au WRC. Nous avons, comme d'autres pilotes, donc Brian Bouffier, le champion, le vainqueur sortant, avec donc Xavier Panzeri toujours. Et sinon, pour conclure, d'autres noms qui sont connus dans le WRC, Per Gunnar Andersson, le Suédois, Gian Domenico Basso, un Italien forcément. Gian Basso.
si tu veux. Et donc voilà. Et Renault Této aussi. Nous avons des semi-amateurs, des gens qui ont une voiture, un budget pour signer. Donc près de 85 engagés vont se disputer la victoire, ou au moins de terminer ce rallye. Forcément, c'est très important. C'est comme le Dakar, il faut terminer ce rallye mythique qui est une aventure humaine à elle seule. Donc on leur souhaite à tous bon courage. Et chez les favoris, forcément, les favoris, Loeb, forcément, Hirvonen. Mais il y aura peut-être déjà des consignes, on ne sait pas comment ça va se passer, attention. Et forcément, Latvala et Solberg, il faut qu'on parle une petite surprise qui pourrait surgir de nulle part, messieurs. Voilà pour les engagés. Alors, pas de consigne, parce qu'il y a Pierre Van Vliet qui va les avoir dans le casque. Et c'est la victoire. D'accord, donc sur ce rallye de Monte-Carlo, 430 km de spécial et 1300 km de liaison routière. Ça fait beaucoup. Et c'est normal, je l'ai dit, sur 5 jours, beaucoup de départements traversés, et une spéciale en nocturne le vendredi soir plutôt. Le vendredi soir, une spéciale en nocturne. Donc voilà, les spéciales seront très disperses et dispatchées. Au niveau des jours, on aura à peu près environ 4 spéciales. 4 spéciales par jour. J'ai ouvert le site officiel du WRC et ça a mis une petite vidéo d'entrée. 4 spéciales environ par jour, notamment des noms très connus. L'Antosque Lucéram, c'est forcément des étapes mythiques, et l'étape nocturne, ce sera le 17 à 20h17. Des courtes distances à chaque fois, mais on aura des grosses bagarres pour conclure la Power Stage, donc le dimanche à 10h. Voilà, donc jeudi prochain, on va en reparler, ça aura commencé, et on pourra en reparler pour le week-end à venir. On aura beaucoup plus d'infos à vous faire part, mais en tout cas, sachez que c'est un des rallyes les plus mythiques de l'histoire du WRC qui revient dans cette discipline, et pour le plus grand plaisir des supporters du rallye, puisque le Monte-Carlo, il faut le préserver à tout prix, comme le Grand Prix de Monaco, par exemple. C'est toujours très spécial. Voilà, messieurs. Oui, mais sauf que par rapport au Grand Prix de Monaco, le rallye de Monte-Carlo est intéressant. Et de manière que ça n'aime pas du tout cette image building. Au contraire, je trouve que c'est une épreuve qui est magnifique, qui a beaucoup manqué de WRC, qui est une image très populaire que je pense on ne retrouve pas dans d'autres rallyes. En tout cas, c'est un des rallyes qui donne un fréquent français, je ne sais pas ailleurs. Le anglais s'intéresse au WRC, je suis très content de voir revenir au calendrier.